plus on est jeune à faire quelque chose d'insolite, et plus ça sera remarquable. Si vraiment on croit en quelque chose, même si personne n'y croit, on peut y arriver. Personne ne fera les choses à votre place. Mais en France, quand on est juif pratiquant et qu'on aspire à une vocation, une ambition professionnelle, on va dire laïque, ben il y a des barrières, il y a des freins, mais c'est pas parce qu'il y a des freins qu'il ne faut pas se donner les moyens d'aller de l'avant. Voilà, ceux qui me connaissent le savent très bien, je suis un hyperactif. Déjà rester ici plusieurs heures ensemble, déjà c'est un travail pour moi. Ma famille, mes parents, mes frères et sœurs, qui me veulent du bien, me disent attention, tu t'embarques dans un projet peut-être un peu ambitieux. Ils avaient peur que je sois déçu d'un échec, parce que j'aime pas l'échec comme beaucoup de gens. Plus les gens autour de moi ne croient pas en moi, et plus ça me motive. Ça me vexerait si je demande à quelqu'un est-ce que tu connais le nom, il me dit non. D'ailleurs avec du recul, je sais pas si je le referais tellement c'était rempli d'embûches. Et évidemment, il n'y a pas d'échec s'il n'y a pas de tentative, mais je me dis voilà, je me lance un défi et je vais récupérer cette somme-là d'une manière ou d'une autre. J'ai même écrit à l'époque à Emmanuel Macron, le fameux, qui était à l'époque ministre de l'économie. On a beaucoup de points communs, top secret, confidentiel et personnel. Salut Avi. Salut Shalom. Alors merci beaucoup d'être venu. Avec plaisir. Et je vais rentrer directement dans le sujet. On est au début, mais on commence directement. Allons-y, allons-y. J'ai pensé comment te présenter. Est-ce que peut-être on a reçu Avi Fari? C'est mon nom en tout cas. C'est ton nom. Là, tu te trompes pas déjà. Non, on va dire peut-être tu as été connu aujourd'hui un peu plus pour cette plateforme que tu as montée, Allodon, que j'ai vu aujourd'hui sur Internet. Tu as récolté un peu plus déjà de 200 millions d'euros. Ah oui, alors ça c'est pour les dons en ligne, il y a aussi les dons hors ligne, mais effectivement on a dépassé les 200 millions. Donc, ça dépasse les 200 millions. Ça dépasse les 200 millions. Et en termes de donateurs, on a dépassé aussi le fameux million symbolique. Voilà, j'allais arriver à ça. Tu as atteint plus de 1 million de personnes qui ont... Quand je dis tu as atteint, moi je suis rien, hein. Moi je suis un intermédiaire, je suis très fier de ce projet-là. C'est un aboutissement de pas mal de choses et on aura l'occasion d'en parler. C'est pour ça qu'on va prendre un peu le temps, on va prendre le temps d'avoir du temps parce que des fois on passe vite à plein de choses et là c'est l'occasion que tu me donnes. De raconter un petit peu des choses qui peuvent être aussi inspirantes pour d'autres. Et c'est toujours intéressant d'avoir des parcours de vie qui vont peut-être influencer d'autres personnes dans leur quotidien à eux. Donc, justement, je vais revenir à ça. En fait, aujourd'hui, beaucoup de gens te connaissent ou ils vont apprendre à te connaître dans ta réussite. Mais j'imagine, comme toute réussite, tu as commencé de rien, tout seul, tu t'es pris en main, enfin tu es parti, bien sûr, il y a ta famille qui t'a accompagné. Et on rentrera dedans, bien sûr. Pas de souci. Ça va être ça un peu le début, donc merci beaucoup d'être là. Et pour commencer, juste pour ceux qui ne vont pas te voir, aujourd'hui tu es là, tu as une barbe, donc tu m'as l'air un bon juif religieux. Si tu veux me décrire comme ça, ben on est juif pratiquant, ça, voilà. Juif pratiquant. Ça se voit. Et d'ailleurs ça fera aussi partie de mon parcours parce qu'on en parlera. J'ai eu un parcours universitaire, donc c'est pas évident en France, il y a des pays où c'est peut-être plus simple, mais en France quand on est juif pratiquant et qu'on aspire à une vocation, une ambition professionnelle, on va dire laïque, ben il y a des barrières, il y a des freins, on va en parler, mais c'est pas parce qu'il y a des freins qu'il ne faut pas se donner les moyens d'aller de l'avant. Voilà. J'espère en être la preuve vivante. Alors, bien sûr, on verra bien. Juste pour commencer déjà du départ, pour connaître un peu, pour comprendre un peu plus tard ton parcours, tu es né en France, dans une... voilà, si tu peux un peu décrire un peu ton enfance. Je suis pas né dans un village en Russie, désolé, c'est très classique ma naissance, hein. Je suis né à Paris, Paris 14e, en 1900, déjà 1900, t'imagines, 87, donc j'ai 36 ans aujourd'hui. Alors, effectivement, je pense que la meilleure façon de décrire mon actualité, c'est de comprendre mon passé et de savoir un peu comment les choses se sont passées pour en arriver là, puisque dans toutes les vies, c'est des parcours de vie en fait. Et pour moi, un parcours, c'est évidemment des rencontres, c'est des épreuves, c'est des défis à relever. Et mis bout à bout, on arrive à ce qu'on est en fait finalement. Donc je suis né effectivement il y a 36 ans à Paris. J'ai eu un parcours plutôt classique, mais c'est important de le préciser comment ça s'est passé en fait. Donc j'ai... T'as pas d'histoire dramatique? Pas spécialement dramatique, grâce à Dieu, voilà. Pas de drame à la naissance. Mais en tout cas, donc je suis le deuxième enfant d'une fratrie de 6. On est trois filles, 3 garçons, je suis le deuxième. J'ai une grande sœur, donc je suis le premier garçon, mais je suis le deuxième enfant. Et donc j'ai un parcours classique, alors au début maternelle, voilà, jusqu'à la normale. Quand arrive l'âge du CP, je parle déjà du CP parce que c'est là où un petit peu il y a eu des premières décisions qui ont été faites. Ah bon. Pas de ma part, parce qu'à 6 ans c'est dur de prendre des décisions, mais en tout cas au niveau de mes parents, il y avait une petite discussion. La question c'était de savoir est-ce que je devais intégrer
un cursus classique scolaire pour arriver jusqu'au bac, ou bien, comme certains le font, avoir un parcours 100% Kodesh, et c'est-à-dire ce qu'on appelle le cheder, et qui ne permettait pas d'arriver au brevet ni au bac. Donc à ce moment-là, il y avait une sorte de discussion entre mes parents. D'un côté, ma mère qui estimait qu'avoir du Kodesh dès le plus jeune âge, c'était une bonne chose. Et mon père, évidemment, qui était d'accord avec ça, mais qui s'est dit, on est en France, il faut un bagage. Il faut un bagage parce que la vie n'est pas facile. Parce que si on démarre avec, entre guillemets, des handicaps, si on a des difficultés à lire ou à écrire français, comment on va s'en sortir? Évidemment qu'on peut s'en sortir quand même. Je connais beaucoup d'amis qui ont fait d'autres parcours et qui ont aussi des belles victoires. En tout cas, en CP, il fallait choisir. Est-ce que je fais le CP classique ou pas? Mon père a eu le dernier mot. J'ai donc intégré une école classique. C'est rare pour une famille juive. Après, c'est une question d'argument. Et bon, voilà, c'est... Ma mère est tunisienne, donc c'est peut-être plus simple, à convaincre. En tout cas, j'ai donc commencé le parcours classique. Alors je dis classique, mais c'est pas tout à fait classique parce que c'est quand même une école. Moi j'allais le préciser. C'est-à-dire le matin, tu vas étudier quand même la Torah. C'est ça, c'est comme une école juive, religieuse, où on a du Kodesh, donc de l'hébreu. En tout cas, on apprend la Torah toute la matinée jusqu'à midi. Donc on a déjà la moitié de la journée qui passe. On n'a pas encore commencé le Chol, donc les matières laïques. Et l'après-midi démarre et là on commence français, maths, etc. Donc tout ce parcours jusqu'en terminale, donc dans la même école. C'est assez rare aussi, j'ai l'impression que beaucoup de gens dans leur parcours scolaire changent d'école tous les 2-3 ans. J'ai toujours eu cette culture de rester au même endroit si je m'y trouve bien en fait, donc ça a été le cas. Donc du CP à la terminale, dans la même école, et donc arrivé à l'âge de 17 ans et demi, j'ai passé mon baccalauréat scientifique. Et donc le problème s'est reposé à ce moment-là. Alors juste, on reviendra pour plus tard quand tu as 18 ans. Parce que tu m'as dit que tu as eu quand même une enfance assez classique. Je suis un peu renseigné. Ouais. J'ai entendu que très jeune, alors je ne sais pas à quel âge, si tu voulais me raconter, tu as déjà écrit un livre. Oui, bien sûr, on peut en parler. J'en aurais parlé parce que j'en suis très fier et je pense que ça a été un déclic aussi dans mon parcours. J'ai une philosophie de me dire que plus les gens autour de moi ne croient pas en moi et plus ça me motive. Je m'explique. Quand on a 14 ans, 13 ans et demi, 14 ans, on est à l'école, il y a toujours un peu un esprit de moquerie, etc. Voilà. Et quand j'ai dit à mes copains, je vais écrire un livre, on s'était un peu moqué de moi. Et plus on se moquait, entre guillemets, ou en tout cas, plus on me disait c'est n'importe quoi. Alors on n'est pas à l'époque des réseaux sociaux, il n'y avait pas les téléphones portables comme au smartphone, etc. Donc c'était peut-être moins virulent, il n'y a pas d'harcèlement scolaire comme aujourd'hui ça peut arriver. Mais disons que bon, au lieu de nous prendre au sérieux, on se dit c'est une blague quoi. Juste pour comprendre, parce que pas chaque enfant à 13 ans, il pense à écrire un livre. Alors, évidemment. Combien de temps cette idée elle est dans ta tête? En fait, depuis toujours, je suis, et ceux qui me connaissent le savent très bien, je suis un hyperactif. Déjà rester ici plusieurs heures ensemble, déjà c'est un travail pour moi. C'est presque un effort parce que j'ai besoin d'être en mouvement. Et donc à 14 ans, c'est l'âge du brevet, j'étais en troisième. Il y a le brevet, donc c'est une première pression scolaire avec un diplôme à la clé. Mais pour autant, j'avais un peu de temps libre et il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc on avait plus de temps peut-être qu'aujourd'hui. Et en tout cas, je voulais faire quelque chose. Je voulais faire un projet. Je me suis dit quelque chose de simple. Un projet. Un projet. Je ne savais pas exactement quoi. Tu ton temps avec des jeux. Non. En fait, je jouais aussi comme tout le monde. J'avais une petite console de jeux, etc. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que j'avais peut-être compris quelque chose. C'est que plus on est jeune à faire quelque chose d'insolite, et plus ça sera remarquable. Si vous avez 90 ans et que vous faites un livre, bon, ok, il raconte ses mémoires. Quand vous avez 13-14 ans, c'est pas courant. Et donc, peut-être que j'avais aussi cette volonté de me faire remarquer, je sais pas, ou d'inspirer d'autres. Et je m'étais dit, je vais écrire un livre. Je ne savais pas de quoi, du tout. 13 ans pour des mémoires, c'est un peu trop tôt aussi. Donc, je me suis dit, je vais faire un roman. Je vais faire un roman. Et je voulais pas un roman avec des princesses et des châteaux, etc. Je voulais quelque chose qui raconte une histoire, mais qui passe un message. Et je voulais parler d'injustice. Voilà. Alors pourquoi, comment, je sais pas, c'est l'inspiration que j'ai eue à l'époque. Je voulais parler d'injustice et je me suis dit, imagine quelqu'un se trouve enfermé en prison pour un crime qu'il n'a pas commis, mais personne ne le croit. Est-ce qu'il faut s'enfuir de prison? Mais du coup, on montre qu'on est peut-être en tort, parce que si on s'enfuit, c'est qu'on n'arrive pas à se défendre. Ou bien chercher à tout prix à convaincre, à prouver qu'on a raison, même si personne ne nous croit. C'était tout un dilemme, ce roman. Alors, je l'ai ramené évidemment avec moi. J'ai plus beaucoup d'exemplaires, parce qu'il a quand même quelques années.
Voilà, donc le titre Présumé coupable. Ah ouais. Bon, c'est pas non plus un livre de 500 pages, il en fait une centaine. Ouais, pas mal. Mais c'est un roman, voilà. T'as écrit ça c'est écrit en petit, hein, c'est pas écrit en grand. Oui, alors je l'ai écrit pas tout à fait. Au tout début, je l'ai écrit sur un cahier grand format, grand carreau avec un stylo. Et quand j'ai fini de l'écrire, je me suis dit maintenant il faut l'écrire sur un ordinateur parce que je vais pas donner un cahier à une maison d'édition. Et donc, tu comptais même le publier? Bah, ça a été le cas en réalité, parce que mon but c'est pas juste d'écrire un livre, c'est aussi de le publier et presque de le commercialiser. Alors après j'ai découvert un peu le milieu de l'édition, mais à cet âge-là, c'est vrai que c'est un peu nouveau. Et donc j'écris sur mon petit cahier, j'écrivais d'ailleurs à côté la date, j'écrivais par exemple le 23 avril, j'écrivais la partie de la journée, je faisais une page et demie par exemple, après j'écrivais le lendemain 24 avril, etc. Et donc pendant plusieurs mois, ça a duré plusieurs mois, j'ai écrit ce livre-là. Et une fois que je l'avais terminé, en tout cas en version manuscrite, il fallait l'écrire sur ordinateur. Et à cette époque-là, c'était pas non plus très courant un ordinateur. Donc j'ai dû mettre pas mal d'économies, peut-être 2 ou 3 ans d'économies que j'avais de côté pour acheter mon premier ordinateur. Et ma première mission avec cet ordinateur, c'était de réécrire ce livre-là. Et en le réécrivant, j'ai un petit peu aussi corrigé certaines choses. Alors encore une fois, c'est une époque où il n'y avait pas, comme aujourd'hui, ChatGPT, où on peut écrire un livre en 5 minutes. C'était vraiment de mes tripes. Et j'étais très fier de ce projet-là. Et encore une fois, plus je m'avançais dans ce projet, et plus les gens n'y croyaient pas. Donc j'ai écrit mon livre. Et à un moment donné, les gens qui me connaissent bien et qui m'aiment bien, notamment ma famille, mes parents ou mes frères et sœurs, qui me veulent du bien, me disent attention, tu t'embarques dans un projet peut-être un peu ambitieux, c'est pas sûr que ça va réussir. Ils voulaient me préparer comme si ils avaient peur que je sois déçu d'un échec, parce que j'aime pas l'échec comme beaucoup de gens. Et évidemment, il n'y a pas d'échec s'il n'y a pas de tentative, mais comme j'y croyais dur comme fer, ils ne voulaient pas que je sois déçu. Et donc je leur ai dit, je vais aller au bout des choses, vous verrez un vrai livre papier édité. Donc, à 14 ans. Il est là, voilà, papa, maman, je l'ai fait, avec la petite photo derrière. En tout cas, voilà, ce livre-là, pour moi c'est important, je l'ai amené parce que c'est pas du tout Allodon, mais sans ce livre, il n'y aurait pas eu Allodon. Parce que ce livre-là, ça m'a permis, encore une fois, de me prouver à moi-même que si vraiment on croit en quelque chose, même si personne n'y croit, et presque, justement, si personne n'y croit, alors on doit y croire encore plus fort, et on peut y arriver. Et parfois, on peut ne pas y arriver aussi, mais c'est pas pour autant qu'on doit tout remettre en cause. Donc, alors, la caméra est là, je vais quand même lancer un message comme ça, une bouteille à la mer, à ceux qui regardent. Alors, je sais pas quel âge vous avez peut-être aussi 14 ans, peut-être, et vous vous dites, voilà, j'ai un projet fou, je sais pas, de devenir influenceur sur YouTube ou peu importe, enfin, après, les nouveaux métiers ont évolué, mais parce que écrire un roman, je pense que c'est plus très à la mode, mais c'est pas grave, à l'époque, c'était bien vu. Et croyez en vous, en fait. Et même si autour de vous, on vous refroidit, ça doit vous motiver encore plus, ça doit être un boost, parce que personne ne fera les choses à votre place. Ça, c'est valable tout le temps. Et les gens vont donner des conseils, bienveillants, des fois malveillants, mais ils vont pas le faire à ta place. Donc ce livre, ça a été une première marche vers la suite. Donc 14 ans, le livre est sorti. Voilà, donc après on arrive, donc tu fais un peu l'école comme tu as dit jusqu'au bac. Donc tu arrives au bac, on va dire, tu as 17 ans, tu as un enfant qui a eu son bac, qui est en même temps en plein dans la vie juive, imprégné des enseignements de la Torah, des études juives. Et à ce moment-là, alors je sais que dans beaucoup de familles, à ce moment-là, ça va être le moment, en tout cas pour beaucoup de jeunes qui ont grandi dans cette société, ou enfin dans cette communauté, d'aller à la yeshiva. Ça va être le choix que tu vas faire à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est intéressant. Alors, je t'avais parlé du dilemme au CP. Le dilemme est revenu sur la table lors du bac. Donc, je passe mon bac et là, ma mère revient à la charge. Voilà, il a eu son bac. Maintenant, il va faire un petit break. Je dis pas qu'il va tout laisser tomber, mais il va faire un petit break et il va faire un peu d'yeshiva. Voilà, qu'est-ce que tu penses pour notre fils qu'il fasse une année ou 2 ou 3 d'études, on va dire, plus approfondies de la Torah. Comme, effectivement, ça se fait assez souvent. D'un autre côté, mon père a dit, bah non, justement, il a eu son bac, c'est bien, mais le bac seul, ça vaut pas grand-chose. Il faut justement profiter que c'est frais pour continuer sur une lancée universitaire et donc partir sur un parcours universitaire, peu importe dans quel domaine d'ailleurs, ça peut être de la médecine, ça peut être dans le droit, ça peut être dans le marketing, peu importe, mais c'est parce qu'on a le bac maintenant qu'il faut au contraire en profiter pour continuer. Alors, cette fois-ci, mon père a eu le dernier mot, mais pas seulement. Je m'explique. La même année, il y a une yeshiva qui a ouvert ses portes à côté de chez moi. Moi, j'ai grandi dans le 14e arrondissement à Paris. Et il y a une yeshiva qui s'appelait la yeshiva universitaire.
Yeshiva qui était universitaire. Voilà, yeshiva pour les élèves de l'université. En fait, c'était une yeshiva qui permettait à ceux qui ont eu leur bac de faire une pause avant ensuite de continuer l'université. Quand une pause, c'est-à-dire tu vas pour un an, Alors, officiellement, c'était ça le concept de cette yeshiva. c'est quoi? C'est consacrer une année, deux faire, années voilà, de c'est faire une année sabbatique ou plusieurs en disant voilà, j'ai eu mon bac, je veux faire médecin par exemple, très bien, mais pendant un an je m'arrête, je vais étudier, un peu comme ceux qui font ce qu'on appelle le kollel, quand ils se marient, ils prennent après le mariage un an ou deux de pause pour apprendre la Torah et après rentrer dans la vie active. Et ben là c'était pareil, mais à l'échelle d'un élève qui a passé son bac. Et donc, il y a eu cette yeshiva qui a ouvert ses portes et mon père a, on va dire, un peu négocié avec eux en disant voilà, j'ai mon fils qui a eu son bac, je veux bien qu'il fasse de la yeshiva, parce que pourquoi pas, mais il va aussi faire l'université en même temps. Et donc, en même temps. En même temps. Alors, ça a été physiquement éprouvant parce que faut bien comprendre que quand on fait la yeshiva, c'est prenant, c'est pas les vacances. C'est vraiment c'est quelque chose qui prend de l'énergie même physiquement. On se lève tôt, on dort souvent tard, on a des programmes, on a même des examens, etc. Alors, il n'y a pas de diplôme à la fin comme à l'université ou au bac, mais c'est une étude intense. C'est très intense. C'est très intense et c'est très cérébral aussi. On ne fait pas les travaux manuels, quoi. Pour ceux qui ont fait de la yeshiva, ils savent, quand ils l'ont fait sérieusement en tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment qui fatigue, quoi. D'un autre côté, la fac aussi, il y a une pression sociale, il y a une pression morale, il y a la pression du résultat qui fait qu'au final, on fait l'un ou l'autre. Ouais. J'ai fait les deux. Les deux en même temps. J'ai fait les deux en même temps, c'est-à-dire que donc j'avais un emploi du temps qui était très mouvant. Et ce qui fait qu'en fait, quand j'avais pas de cours à l'université, ben, j'étais en cours à la yeshiva. Et quand j'allais cours à l'université, je partais avec mon petit sac à dos et j'allais à la yeshiva. Et donc, d'ailleurs, j'ai ma casquette aujourd'hui, c'est un peu un symbole. J'ai toujours grandi avec ma petite casquette parce que bon, très tôt, j'ai dû prendre le métro aussi pour aller à l'école parce que dans le 14e, il n'y avait pas d'école, il n'y a jamais eu d'école juive. Donc, j'ai été très tôt obligé de prendre les transports en commun. Et donc, voilà, avec mon petit sac à dos, j'avais une petite casquette pour un petit peu, on va dire, pas rester en kippa dans la rue. C'était pas forcément, on va dire en termes de sécurité, ça pouvait être un petit peu pas risqué, mais bon. Voilà, l'idée c'est, disons que mon père m'a toujours dit attention, tu prends le métro, il y a des gens, il y a des fous partout. Si t'es en kippa, ça peut être vu comme une provocation, etc. Donc j'ai toujours eu une petite casquette. Et donc à la yeshiva, on a un chapeau. Donc j'avais le matin mon chapeau et l'après-midi mon sac à dos, hop, et ma petite casquette et je partais à l'université, en l'occurrence à Paris-Dauphine. Donc j'ai eu là-bas un master en finance. Alors un master c'est sur 5 ans, donc en fait je devais faire un an ce double parcours. Au bout d'un an, mon père me dit est-ce qu'on rempile? C'est-à-dire est-ce qu'on part sur le même format? J'ai dit allez pourquoi pas une deuxième année, et finalement j'en ai fait 3 années. 3 années d'yeshiva. 3 années d'yeshiva et donc 3 années d'université en même temps. Donc wow. En fait Tu réussis tes examens à la fin de l'année? Ouais, ça s'est bien passé aussi. Alors ce qui était marrant c'est qu'en fait on prend un peu pour un extraterrestre parce que quand tu es à la yeshiva et tu dis bon je vais à l'université, on dit bon bah lui il est dans une autre planète quoi. Et quand tu arrives à l'université, tu dis bon bah, je vous laisse, je vais à la yeshiva, et il dit mais qu'est-ce qu'il raconte quoi. Enfin, à un moment donné on peut pas tout faire. Et comme j'ai toujours cette hyperactivité que même à 14 ans je t'ai démontré, moi ça ne m'embêtait pas trop parce qu'au contraire ça me mettait toujours, enfin j'étais occupé tout le temps et j'ai besoin d'être occupé. J'aime pas rester sans rien faire. J'aimerais juste revenir sur un point parce que tu parles beaucoup jusqu'à maintenant que tu as 18 ans, après tu as 19 ans, 20 ans, 21 ans. Et tu parles encore de te conseiller avec ton père. Alors, tu le dis tout naturellement. J'imagine un peu la scène. Beaucoup de jeunes aujourd'hui à 18 ans. Alors, c'est très beau justement. J'aimerais savoir. Enfin, je sais pas, tu as cette relation très proche avec ton père, même à cet âge-là, qui est dans l'adolescence, c'est un peu difficile d'être. Non, je fais mes choix, j'ai 18 ans, je suis majeur. Alors, je peux décider pour ma vie. Est-ce que c'est une forme de maturité? J'en sais rien, mais pour moi, c'est une évidence. D'ailleurs, avant qu'on démarre l'entretien, tu as vu, j'étais au téléphone avec mon père, encore pour des questions. Je ne fais rien sans mon père. C'est-à-dire que, est-ce que je dois déplacer ça de 1 cm? Allô papa, est-ce que je dois déplacer? C'est-à-dire que on doit tout à nos parents. Ça, c'est factuel, quoi. On doit la vie à nos parents. C'est même dans les 10 commandements, c'est dire que c'est important. Même si ça paraît évident, la Torah dit, dans les 10 commandements, tu dois respecter tes parents. Mais ce n'est pas un respect qui est juste une formalité, c'est vraiment plus que ça. Et je ne me vois pas prendre des décisions sans les consulter. Alors, c'est mon père et c'est ma mère. Jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à mon dernier souffle, parce qu'en fait, voilà, les parents, c'est tellement précieux. Ça paraît évident ce que je dis, mais je vais encore une fois m'adresser à la caméra. Prenez vos parents dans les bras très fort, serrez-les très fort tout le temps, chaque seconde que vous pouvez avoir avec eux, parce que demain vous allez vous marier, vous aurez des enfants, vous serez peut-être grand-père.
Chaque seconde que vous pouvez prendre et capter et profiter de vos parents, prenez-les parce que c'est les moments peut-être les plus précieux au monde. Et des fois, certains se rendent compte trop tard. Donc, désolé, ça fait un peu la minute sentimentale, mais c'est une vérité, quoi. Et encore une fois, je ne me vois pas faire quoi que ce soit sans que mes parents me le conseillent ou les consulter. De mémoire, je n'ai pas le souvenir qu'une fois dans ma vie, je les ai contredits ou alors qui m'auraient conseillé de faire quelque chose et j'ai fait autre chose. Parce que si on demande un conseil, c'est pour le suivre. Si on demande un conseil et en fait on a notre idée en tête, c'est pas un conseil qu'on demande, c'est plus une approbation. Mais quand on te dit voilà, je mets quelle cravate et tu me dis prends celle-là, non, je vais quand même prendre celle-là, demande pas. Donc quand je demande à mes parents, c'est parce que j'attends leur retour. Si ça va dans mon sens, tant mieux, mais des fois ça va pas dans mon sens. Des fois c'est pas, encore une fois, quand j'ai dû faire la yeshiva à l'université, c'était pas si évident, c'était pas forcément du bon sens officiellement, mais je me suis dit, j'ai l'occasion unique de faire plaisir à mon père et à ma mère, pourquoi choisir? Donc j'ai fait les deux. Et je ne regrette pas et j'en suis très heureux et ça m'a beaucoup enrichi parce que quand tu fais 3 ans en double cursus, c'est comme si tu avais fait 6 ans en fait, quelque part. Parce que tu prends la richesse de chaque côté et en plus, j'avais aussi à cœur, et ça c'est aussi un message fort que j'ai envie de passer, j'avais à cœur et j'ai toujours à cœur de démontrer quelque chose, c'est que on peut et on doit réussir aussi bien matériellement que spirituellement. J'ai toujours cette phrase du Rabbi de Lubavitch qui disait, mais qui dit parce que c'est une vérité générale, que dans la vie, il faut savoir réussir matériellement et spirituellement. L'un ne va pas sans l'autre parce que pour être un juif pratiquant, il faut avoir de l'argent. Clairement, parce qu'on a des fêtes tout le temps, on a beaucoup de dépenses. Je ne parle même pas des scolarités, je ne parle même pas des yeshivotes. Enfin, il y a des dépenses, les mariages, ça, grâce à Dieu, ça y va. Parallèlement à ça, réussir sa vie matérielle, c'est pas contradictoire. Parce qu'au contraire, l'un va avec l'autre, va aider l'autre. Justement, je voulais arriver à ça. Tu nous dis, tu es à la yeshiva et en même temps, tu es à l'université. Beaucoup de choses te paraissent simples quand tu racontes ton histoire, mais ça m'interpelle. Tu as un peu parlé de ça, mais j'aimerais approfondir dessus. Tu te lèves le matin, tu es dans un environnement qui s'appelle la yeshiva. Juste pour comprendre, c'est complètement, entièrement juif. Enfin, c'est un autre environnement que l'université. Tu arrives à l'université, c'est le grand monde. Souvent, les valeurs partagées dans ce deux mondes, ce n'est pas les mêmes. L'atmosphère, l'ambiance, ce n'est pas la même. Pour toi, tu ne vois pas ça comme une contradiction. Et surtout, en fait, comment tu fais pour garder tes valeurs? Tu ne sens pas que tu es dans deux mondes? Tu ne sens pas que tu es en train d'être jeté d'un monde à un autre? Alors, je ne sais pas si on est jeté d'un monde à un autre, mais ce qui est sûr, c'est que moi, dans ma conception des choses, quand je démarre quelque chose, c'est pour aller au bout des choses. Si j'ai accepté ce double défi université-yeshiva, c'est pour faire les deux à fond. C'est pas pour faire moitié et une autre moitié. Donc, quand j'étais à l'yeshiva, encore une fois, j'ai essayé d'être au maximum de mon potentiel et de capter, de prendre le maximum de force pour justement peut-être affronter ce monde extérieur. Et inversement, quand je vais à la rencontre à l'université de centaines d'étudiants, parce qu'il faut comprendre qu'à Dauphine, en première année, on est plusieurs milliers d'élèves. Donc des fois, tu as un amphithéâtre, on est 800, 900, tu es seul avec une kippa. Déjà, les gens te regardent en fait. Et toi, tu sais même pourquoi on te regarde. Tu dis, mais j'ai toujours eu une kippa, enfin, qu'est-ce que j'ai de spécial? Et les gens on va dire, te prennent pour quelqu'un d'à part. Et tu leur dis, mais je suis comme toi en fait. C'est-à-dire qu'on a les mêmes examens, on a les mêmes profs, on a les mêmes matières. Et tu te dis, mais tu as une responsabilité. Parce que tu as une responsabilité d'être à l'université? Tu as une responsabilité de tous tes faits et gestes. Parce que quand tu es fondu et noyé dans la masse, bon, ça se voit pas trop. Mais quand tu es à la yeshiva, quand tu es dans la synagogue, c'est ça que tu veux dire? Alors à la yeshiva, on est un peu comme tout le monde. Voilà, on a son chapeau, son costume, on étudie. Mais quoique j'ai des valeurs externes et donc on me pose des questions. Comment c'est, comment ça se passe, comment t'arrives pas. On est plus curieux. Mais quand on est à l'université, alors la yeshiva, on est une dizaine d'élèves. Ça reste quand même un écosystème assez restreint. Quand on est à la fac, c'est par milliers les étudiants. Et je parle de la première année, mais toute la fac, c'est 8 000, 9 000, 10 000 élèves. Et du coup, c'est beaucoup de non-juifs aussi. Alors, Dauphine, c'est spécialement une école où il y a pas mal de juifs, il y a peut-être 10% de juifs, donc c'est quand même beaucoup. Quand tu as 8 000, 9 000 élèves, tu as 800, 900 juifs. Mais en tout cas, en première année, on est allé une poignée quand même de juifs. Donc, il y a des gens qui n'ont jamais vu de juifs de leur vie presque, et qui voient un juif orthodoxe pratiquant avec une kippa. Donc, des fois, on venait me voir, on me posait des questions de religion très pointues, très poussées. Et je leur dis, mais je ne suis pas rabbin, je ne suis pas ceci.
Alors, je dis, ok, vous savez ce qu'on va faire? Posez-moi les questions, je vais me renseigner. Voilà, vous me posez une question, je ne vais pas vous répondre, je vais vous dire, ok, je reviendrai avec des réponses. Et ça nous responsabilise très tôt. Ça nous propulse très vite et ça nous donne une obligation. Et j'ai pris ça comme, encore une fois, c'est même pas un défi en fait, c'est plus un rôle. Un rôle, c'est pas un jeu de rôle, mais c'est un rôle à jouer. Et un rôle de représenter les valeurs du judaïsme. C'est ça, c'est ça. C'est le représentant de ce que c'est un... non, justement, comme tu as dit, c'est involontairement, mais comme les gens ils s'identifient comme ça, donc automatiquement tu rentres dans ce... En fait, je ne savais pas vraiment ce que ça allait impliquer tout ça, mais je l'ai compris après coup et même très vite. Et d'ailleurs, j'ai un souvenir marquant, mais je me souviens, un des premiers cours que j'ai eu à l'université, donc on a 17 ans et demi, 18 ans, on avait d'un côté les cours en amphithéâtre avec plusieurs centaines d'élèves, et d'un côté les cours en ce qu'on appelle en TD, où on est une trentaine, 25-30 élèves. Et donc on découvre à ce moment-là un peu mieux les élèves, parce que quand on est 1000, c'est dur de se découvrir. Mais quand on est 30, ben, le prof fait l'appel, et donc on entend les noms, les prénoms. Et je me souviens qu'il y avait donc un prof qui fait l'appel le premier jour, et donc j'entends les prénoms. Et il y a des prénoms qui sont en consonance juive, et donc j'entends un prénom et un nom de famille qui sont les deux clairement juifs. Et en fait, l'élève, le garçon qui lève la main, il est assis à côté de moi. Maintenant, moi j'étais assis pendant 10 minutes à côté de lui sans savoir qu'il était juif. Bon, lui, je pense qu'il avait repéré que j'étais juif. Il avait, je me souviens, un t-shirt rose. Enfin, voilà, c'est un étudiant lambda, quoi, parmi les autres. Et quand j'apprends qu'il est juif, je lui dis un petit peu comme ça en murmurant, je lui dis, écoute, laisse-moi une année, tu mettras les téphilines. Je lui dis, voilà, laisse-moi, voilà, c'est pas par hasard, et on a une phrase dans le judaïsme qui dit qu'il n'y a rien qui est au hasard. Eh ben, je me suis dit, voilà, tu es assis à côté de moi, j'apprends que tu es juif, voilà, il t'a balancé, je vais essayer de t'inculquer ce que j'ai appris. Et lui, il m'a dit une phrase, il m'a dit, laisse-moi un an et tu mangeras du cochon. Alors, il voulait un peu me provoquer, bon, il y a beaucoup d'humour dans la fac, des fois de mauvais goût, mais en tout cas, il voulait me provoquer. Mais il a annoncé la couleur, j'ai annoncé la mienne. Bon, à la fin de l'année, c'est lui qui a mis l'expiline. Voilà. Donc, tu as bien compris qu'en fait, j'affrontais un nouveau monde, mais je voulais pas me cacher. Je voulais pas le contourner, je voulais aller dedans. Voilà, parce que c'est une richesse, en fait. Donc, en fait, c'est important. C'est-à-dire, toi, tu te dis, j'ai des vraies valeurs, et s'ils sont vrais, donc ils peuvent être vrais partout, dans n'importe quel endroit, à n'importe quel moment. Et s'ils sont vraiment vrais, alors rien pourra les affaiblir. Alors, bien sûr qu'il y aura un challenge de garder et de rester qui je suis, et même de me renforcer dans ma voie à moi. Mais si elle est vraiment vraie, ça ne devrait pas mettre en question ma vie et l'endroit où je suis né, le pays dans lequel je suis né, et mes rêves et mes ambitions, ce que je veux atteindre dans ma vie. Ça, c'est ta façon de penser un peu. C'est ça, parce que si on passe son temps à fuir, eh ben on n'est jamais bien en fait. Tu fuis ta ville, tu fuis ton pays, tu fuis quoi là, ta planète. Enfin, à un moment donné, il faut être... Ça me rappelle un enseignement dans la Torah. Il y a une personne qu'à chaque fois on dit sur lui, il a réussi. Matzliach, le mot Hatzlacha qui veut dire réussite, on le dit sur Joseph. Et Joseph, c'est la personne dans la Torah qui a changé le plus d'endroits. C'est-à-dire quand il est petit, il est avec ses frères en terre de Canaan, il est berger. Puis après, il va être amené en Égypte, il va travailler dans la maison d'un ministre. Puis après, il va être jeté dans un puits, il va rester là-bas dans un trou pendant 12 ans. Puis après, il va devenir le roi d'Égypte, vice-roi d'Égypte. C'est la personne sur laquelle on dit qu'il a réussi. Et c'est quoi sa force de Yosef? C'est qu'à chaque fois où il s'est dit, je ne vais pas essayer de fuir l'endroit où je suis. Si je suis là, c'est que forcément c'est le meilleur endroit. Et si mes valeurs ils sont vraies, je vais réussir à rester qui je suis dans l'endroit où Hachem il a voulu que je sois maintenant. Et c'est comme ça qu'il a vraiment réussi. Très juste. C'est évidemment très inspirant parce que tu parles de Joseph. Effectivement, c'est un personnage de la Torah qui a fait preuve de beaucoup de courage et de volonté ferme. Donc, tu fais tes années d'Yeshiva, tu fais tes années à l'université. Tu finis finalement par avoir un master, c'est ça? C'est ça. Alors, l'université, bon, tu la balayes vite, tu as raison. Hein. Moi, j'ai souffert, hein, c'est dur, hein, 5 ans, c'est beaucoup de pression. Pas physiquement, mais il faut comprendre que le système fait qu'on te fait croire. Et ça, c'est un mensonge. Je vais le dire, je balance aujourd'hui. On te fait croire que ta vie en dépend. Que ta vie en dépend. Ta vie dépend de ta réussite à l'université. C'est complètement faux. Il faut déjà savoir... Ta vie, elle dépend, c'est-à-dire? Alors, je m'explique. On avait des examens parfois. On était plusieurs centaines, on rentrait dans un amphi, tu avais une feuille blanche qui était posée. Tu as une pression de dingue. C'est-à-dire que quand tu as passé le bac, c'était déjà tendu, mais là, c'est puissance 1000. Et j'avais des amis de 19, 20, 21 ans qui pleuraient quasiment avant de rentrer dans l'université, dans l'amphithéâtre.
Et je leur dis, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, mais tu comprends, si je rate les examens, il y a les rattrapages, si je rate les rattrapages, je rate l'année, si je rate l'année. Je me dis, attends, tu penses que ta vie en dépend? C'est pour ça que je te parle de ta vie en dépend. Parce que c'est une phrase que j'avais sortie. Elle me dit, je sais pas si elle en dépend, mais elle va être beaucoup bouleversée si je rate cet examen. Et je lui dis, je te garantis que dans quelques années, non seulement tu auras complètement oublié ce que tu as appris, parce que l'examen que tu vas réussir là peut-être dans 1 heure, dans 2 jours, tu as déjà oublié, parce qu'on apprend de manière tellement massive que le cerveau, il jette après. Il retient, il récite, il jette. Et deuxièmement, il y a tellement de gens qui ont des très beaux diplômes, qui ont raté leur vie, qui n'ont pas réussi à atteindre ce qu'ils voulaient, et inversement des gens qui n'ont pas eu un cursus, même pas le bac, et qui ont pu atteindre des sommets. Donc à aucun moment ça détermine la suite de ta vie. Et non seulement ça, mais il y avait une stat à l'époque qui doit être vraie encore aujourd'hui, c'est qu'une personne sur 2 qui a un parcours travaille dans autre chose. Un exemple, tu commences médecine, tu finis pas médecin. Tu commences dans le droit, tu finis pas avocat. Et du coup, croire qu'en ayant un parcours universitaire, ça te détermine tes 50 ans à venir, c'est complètement faux. C'est à la fois une mauvaise nouvelle, mais en fait, c'est surtout une très bonne nouvelle. Parce que ça veut dire que c'est toi qui fabriques ta vie. Ouais, donc en fait, c'est comme tout, l'université, c'est une voie dans la vie qui va aider énormément de monde, mais il y a beaucoup de voies dans la vie pour réussir. Bien sûr. Il n'y a pas juste une seule voie. Chacun, il a sa voie dans la vie, et une des voies, pour certaines personnes, ça va être aller à l'université. Exact. Et d'ailleurs, c'est pas un conseil que je donne à tout le monde. Si des fois, les gens me consultent, me disent est-ce que je dois faire ceci, cela? C'est pas à moi de répondre à ta place, en fait. C'est-à-dire que tu peux très bien t'épanouir dans un domaine, et tant que tu t'y sens bien, fais-le à fond. Par contre, n'aie pas de regret. Quand tu fais quelque chose, ne le fais pas à moitié. Ça, c'est très, très important. Et d'ailleurs, ça me revient, mais ça, c'est important. Le premier jour d'université, premier cours, on arrive, on est vraiment tendu, on découvre un nouveau monde. Encore une fois, c'est vraiment... il n'y a que ceux qui l'ont vécu qui peuvent vraiment comprendre ce que je dis, mais tu passes de l'école où tu étais comme ça protégé, avec tes amis que tu connais depuis que tu es né, et là, tu arrives, tu as des enfants, fils de ministres, de diplomates, des gens qui parlent 5 langues, et toi, tu parles à peine le français, et tu arrives, et le prof, il dit, prenez une feuille, et je vais vous poser une question. Je me dis, ouais, déjà une question. Et il dit, écrivez sur cette feuille, mot pour mot, c'est ce qu'il avait dit, écrivez sur cette feuille pourquoi vous êtes venu ici, à l'université. Et pourquoi vous êtes venu dans cette université-là, parce qu'il y en a beaucoup. Chacun avait commencé à écrire son pitch, voilà, moi je veux faire finance de marché, des trucs, de machin, nanana. Pour savoir ce que tu as écrit. Ouais. Alors, je vais te dire ce que j'ai écrit, je vais te le dire. J'ai pas le bout de papier, il a gardé le prof, mais j'ai écrit un truc très simple. Je suis ici parce que c'est le souhait de mes parents, ça c'est très important pour moi, et parce que je sais qu'en venant ici, je vais me donner plus de chances de subvenir aux besoins de ma femme et de mes enfants. Alors évidemment, je n'étais ni marié, ni j'avais des enfants, mais pour moi, la fac, c'est un moyen, c'est pas du tout un but ou une finalité. Et donc je me suis dit, voilà, si tu es à la fac, c'est pour garnir un petit peu ton baccalauréat, le rendre plus attractif, et derrière, avec un CV plus attirant, avoir un meilleur job. Basta. J'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire dentaire, j'aurais pu faire plein de choses. Je l'ai bien aimé la finance parce que c'est une matière qui est très générale, qui est très transversale. On apprend du marketing, du droit, de la sociologie, enfin plein de matières. Donc on a un peu un touche-à-tout. Et du coup, alors on n'a pas une spécialité, on n'est pas comme un médecin ou un cardiologue, mais on a une vue d'ensemble. Et quand tu as une vue d'ensemble, c'est bien pour prendre des décisions. Parce que quand tu es un bon avocat mais que tu es mauvais en marketing, du coup, tu n'auras pas de clients, etc. Alors que là, la finance, en tout cas cette conception-là de Dauphine, c'était ce qu'il me fallait. Ça t'a beaucoup parlé. Ça me parlait, ouais. Parce qu'en fait, pour moi, des fois on me dit, oui, quand tu fais Dauphine, tu fais quoi comme métier? Je leur dis, businessman. Ça veut dire homme de business, quoi. C'est-à-dire, peu importe ce que tu feras, mais tu le feras plutôt bien. Tu essaieras de le faire bien. En tout cas, on va te donner des outils. Alors, j'ai eu mon Master 2, Master Finance. Ça s'appelle le Master IEF 272, Ingénierie économique et financière. Je peux te dire qu'on a passé des heures difficiles. Je vais quand même te raconter une anecdote. Elle est importante, elle est très importante. Je te disais qu'effectivement, quand tu arrives là-bas, tu es un peu le juif de service. Il y avait d'autres juifs dans ma promotion, plus ou moins pratiquants. Et c'était en 3e année. On avait un examen important qui tombait, alors ça tombait au mois de mai, et c'est la fête de Shavuot. Le problème, c'est que ça tombait donc un jour de fête, et que si on rate cet examen, même si on a des bonnes notes ailleurs, ça ne compense pas. Il fallait revenir en rattrapage au mois de septembre.
Donc, et Et un autant jour te de dire. fête, enfin, tu peux pas écrire, c'est ça. Ah oui, effectivement, c'est comme un Shabbat, on ne peut pas ni porter ni écrire avec un stylo, etc. Donc, pour pas mal d'étudiants, c'était hors de question de venir, mais c'était pas un examen anodin, c'était un examen, encore une fois, où ça t'obligeait à revenir en septembre. Donc, évidemment, tu passes un mois d'août horrible, mais surtout, t'es pas sûr de passer l'année d'après, parce qu'en fait, à Dauphine, si t'as pas la moyenne dans toutes les matières, ça se compense pas. Tu redoubles l'année. Ça peut être changé aujourd'hui, mais en tout cas à l'époque, si tu avais 19 partout, mais qu'il y a une matière où tu as moins que 10, tu peux ne pas passer à l'année supérieure. C'est assez sélectif. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, bon, on va essayer la méthode douce, la méthode amicale, à l'amiable. J'ai pris une feuille, j'ai noté tous les étudiants juifs de ma promotion qui étaient pratiquants. Il y en avait plus, mais certains m'ont dit, moi je vais venir, de toute façon, ça ne me dérange pas, bon, t'es libre. Mais certains m'ont dit, je vais pas venir, Avi, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait? J'étais aussi d'ailleurs à cette époque-là responsable du pôle religieux à l'association UEJD, donc c'était c'est comme l'UEJF, mais version Dauphine, Union des étudiants juifs de Dauphine, et j'étais un peu responsable du pôle religieux. Ça m'est tombé dessus, hein, j'ai jamais choisi, on m'a dit, Avi, toi, pôle religieux, ça s'est fait. Ça tombe bien avec ton voilà. message, non? Oui, c'est sûr, mais c'est pour ça que à je te dis, l'université. j'ai même pas besoin de choisir, ça s'est fait tellement naturellement que j'ai dit, bon, allez, je prends le rôle à cœur. Et donc, ok, je suis responsable religieux de ma promotion. Donc je note la liste et je vois qu'on est à peu près à 15 élèves, garçons, filles, qui ne pouvaient pas venir à cet examen. Je vais demander un rendez-vous avec le responsable de la licence, parce que c'est la troisième année, on passe la licence, donc c'est aussi un cap la troisième année. Parce qu'on a licence au bout de 3 ans et master au bout de 5 ans. Il y a master 1, master 2. Bref, donc je me retrouve avec ma petite liste, tout content, voilà, 21, même pas quel âge j'avais, ouais, 21 ans. Et l'ironie de l'histoire, c'est que le directeur de la promotion est juif. Monsieur Agege, que je nomme, je sais pas si, je crois pas qu'il est encore là-bas, mais bonjour Monsieur Agege, voilà, avis, enchanté, promotion, telle promotion. On a un examen qui tombe jour de fête, est-ce qu'on peut le décaler parce qu'on a, voilà, je vous donne la liste, 15 étudiants. Le décaler, le faire un peu avant, un peu après. Pour tout le monde. Ouais, pour tout le monde. Ah, pour tout le monde. Pour tout le monde, ouais. T'as l'audace. Ouais, mais tu sais, dans la vie, si t'as pas d'audace, tu fais pas grand-chose. Donc, est-ce qu'on peut le décaler? Alors, j'ai peut-être fait une ouverture, ou bien ceux qui ne veulent pas le passer, le repasse une autre date avec un autre examen, c'est pas grave, c'est la même matière, ils changeront les questions. Et là, il me dit une phrase qui est encore gravée, vraiment très forte. Il me dit, Monsieur Fari, vous m'avez l'air croyant. Si vous croyez en votre Dieu, je rappelle qu'il est juif, hein. Si vous croyez en votre Dieu, il vous aidera, même pour les rattrapages. Et donc, on ne changera pas la date d'examen. Et du coup, la date n'a pas été changée. J'étais un peu déçu en disant à tous les autres élèves. D'ailleurs, malheureusement, dans les 15, il y en a certains qui ont un petit peu craqué. Ils ont dit, bon, je vais quand même venir parce que j'ai l'accord de quelqu'un que si jamais j'écris, mais que j'ai porté le stylo la veille de... Enfin, chacun après trouve ses combines. Mais bon, je pense que quand on calcule trop, c'est que c'est pas bon signe. Et alors, j'ai passé les rattrapages et ça s'est bien passé. Je suis passé l'année d'après. Je pensais qu'il y avoir une belle finalité. Alors, la finalité, elle est très belle. C'est quoi la finalité? J'arrive en 4e année, parce que c'était la 3e année, j'arrive en 4e année. Donc le responsable de licence n'est plus le responsable des masters. C'était que sur les 3 premières années. Je vais le voir. Bonjour Monsieur Agege, vous aviez raison. Mon Dieu m'a aidé. Et je suis parti. Parce qu'il avait dit, ton Dieu va t'aider pour tes rattrapages. Comme si tu es croyant, alors tu crois au miracle, tu crois à la magie. Donc j'ai été le voir, et en fait, il m'a appris une belle leçon. Et c'est un peu ce que je voulais aussi passer comme message à cette époque-là, mais pas à ce niveau-là. C'est qu'en fait, quand tu crois profondément en quelque chose, alors il faut croire à fond. Si tu crois en Dieu, mais pas tout le temps, parce que non, là, tu comprends, là, Dieu ne peut pas faire grand-chose, il est occupé avec d'autres problèmes. Moi, mon problème, ça ne le regarde pas. Dieu, c'est pas une personne, c'est au-delà, on ne va pas parler de Dieu, parce que c'est pas le sujet, mais il n'y a pas de demi-croyance, en fait. C'est où tu as une émouna, ce qu'on appelle une émouna, une croyance absolue, intègre, pleine et entière, ou c'est des calculs. Juste, la finalité de l'histoire, c'est qu'il t'a appris à croire en Dieu, c'est ça que tu dis? C'est ça. Grâce à son incroyance, il m'a réappris que croire en Dieu, c'était pas juste des paroles, en fait. Et ça me poursuit encore maintenant. Donc merci beaucoup, Monsieur Agege, qui est sûrement à la retraite. Peut-être qu'il est pratiquant maintenant, ça se trouve. Peut-être que ça là aussi, il y a peut-être une suite à l'histoire que je ne connais pas. Mais voilà, c'est des anecdotes folles. Et je vais te donner une autre. En fait, non, parce que c'est une anecdote qui raconte énormément. Parce que quelque part, quand en fait, tu as réussi à prendre ta Torah, ton judaïsme et aller à l'université à affronter, si on peut dire, ce monde, tu dis ça t'a même peut-être plus intensifié et intériorisé les choses que tu avais appris à la yeshiva, qu'ils étaient vraies et simples, mais peut-être dans un monde un peu abstrait. Bien sûr. Mais que là, quand tu étais affronté au monde et tu avais besoin de
te poser la question, alors est-ce que vraiment je crois à tout ça? Et c'est uniquement l'université, le monde qui t'a mis cette épreuve. C'est là que tu as dit, ouais, c'est vraiment vrai avec qui je suis, ces valeurs. Alors je sais qu'on a beaucoup parlé de ton université, ton expérience là-bas. Quand tu es à la yeshiva, est-ce que il y a peut-être des décisions que tu vas prendre à ce moment-là qui vont peut-être t'accompagner toute ta vie? Il y a peut-être des changements dans ta vie. C'est-à-dire, avant, tu es à l'école, tu as l'école juive classique. Quand tu vas à la yeshiva, l'ambiance est un peu plus forte, plus intense. Est-ce qu'il y a des choses de ce moment-là de la yeshiva qui vont t'accompagner jusqu'à aujourd'hui dans ta vie? Ou peut-être c'était une période qui était très bien, hein, mais pas forcément qui aura un impact concret sur aujourd'hui qui tu es? Alors, effectivement, donc, avec ce double parcours, quand des fois tu finis la fac, tu arrives à la yeshiva, tu arrives en plein milieu de quelque chose. Et parfois, des fois, j'ai des cours qui finissaient tard et tu arrives, on est en plein ce qu'on appelle un Farbrengen. C'est des fameuses réunions chassidiques qui sont en dehors du parcours scolaire de la yeshiva, mais c'est des moments d'échange, de partage, où on se dit les choses franchement, on boit un peu de lechaï, un peu de vodka, un peu de mashké, donc on sort un peu de nos kélim, comme on dit. Et des fois, il y avait je me souviens d'une fois, un Farbrengen qui avait déjà bien été entamé, et certains étaient déjà un petit peu, voilà, pas chicords, mais voilà, dans leur ambiance. Et ils me voient arriver, moi, avec mon petit sac à dos de l'université. Ah, toi, tu viens du monde goy. Ah, toi, viens, on va te parler. Comme s'ils voulaient un peu me gronder, quoi. Et en fait, ils essayaient de tirer des informations de moi. Et je leur ai dit, non, mais vous savez que le monde dehors, c'est la finalité. Parce que si c'est pour rester dans un ghetto et vivre comme ça, non, c'est pas le but. D'ailleurs, on dit que quand quelqu'un étudie, il ne faut pas étudier seul, il faut étudier à deux. On étudie à deux, à trois, on donne des cours. Si c'est pour soi-même rester intelligent et connaître toute la culture juive tout seul dans son coin, ça ne sert à rien. Il y a une mitzvah de se marier, d'avoir des enfants, de construire quelque chose et pas de rester dans son coin. Alors oui, on peut se protéger quelque temps, mais à un moment donné, on va affronter la vie. Même eux qui étaient à la yeshiva à plein temps, un jour ou l'autre, ont dû se marier et travailler. Et donc, je leur dis, arrêtez de croire que c'est contradictoire, pas du tout. J'ai fait 1 an, j'ai fait 2 ans, c'est ma 3e année, etc. Et quelqu'un qui était assez bienveillant là-bas m'a dit, il faut que tu prennes une bonne décision. Parce que c'est justement l'occasion, enfin, de prendre des bonnes décisions. Et il m'a dit ce que tu veux, un truc simple, mais pas un truc ponctuel, un truc qui va te rester toute ta vie. Ah ouais. Ouais. Il m'a dit, parce que quand tu prends une bonne décision ponctuelle, voilà, je sais pas, que dans 10 jours tu vas faire tel événement, tel acte, ok, c'est ponctuel, mais ça va pas te suivre toute ta vie. Tu dois prendre quelque chose qui va te rester à vie. Tu te rends compte, moi j'aime pas m'engager pour dire je fais et après dans 2 mois j'arrête. T'as dit tu fais les choses pleinement. C'est ça, j'ai toujours cette volonté de quand je fais un truc je le fais à fond. Et donc je me dis ok, sache que je le prends sérieusement ce que tu me dis. C'est pas là t'es un peu bourré ou je sais pas dans quel état tu es exactement, mais moi je viens de dehors, je suis tout sobre. Ce que je vais faire, je le ferai. Il m'a dit oui, réfléchis, prends ton temps et le Farbrengen a continué et je réfléchissais qu'est-ce que je peux faire. Je sais pas, je voulais peut-être faire des galvasseurs le matin, tu sais, quand on prend le kéli, on se lave le matin, bien le mettre au pied du lit, etc. Mais j'ai mis ça, je risque de pas tout le temps le faire comme il faut. Et en plus, c'est tous les jours. Alors, je vais prendre un truc, peut-être pas tous les ans, mais aller un truc tous les mois. Ok. Et je me dis, bon, une fois par mois. Voilà, un truc qui est mensuel, déjà, c'est un peu moins contraignant, mais un truc quand même fort. Et j'ai dit, c'est ce que je vais faire. J'ai tellement de choses à raconter, tellement un parcours un peu atypique, que des fois, je le garde pour moi. Et je trouve que c'est un peu dommage. Et il faut que je rende des comptes. Et je vais écrire tous les mois. Alors, je me suis fixé le Rosh Chodesh, le premier jour du mois du calendrier juif, tous les Rosh Chodesh, d'écrire, comme on a des fois l'habitude, d'écrire au Rabbi de Lubavitch. J'écris une lettre, mais pas où je demande forcément des choses, parce que souvent, quand on écrit au Rabbi, on dit voilà, je sais pas, je vais avoir un nouveau travail, j'aimerais que ça se passe bien, etc. Ou je vais me marier. Une bracha, une bénédiction. Là, c'est plus, il y a aussi les demandes de brachot, mais un compte rendu. Voilà, ce mois-ci, c'est passé ça. Ma sœur a eu un enfant, moi j'ai eu un examen qui s'est bien passé ou qui s'est mal passé, ou ceci ou cela, j'ai un prof qui m'aime pas. Je racontais des choses comme si je racontais à un ami, sans rien attendre en retour. Mais au final, ça me permet de poser le temps, d'arrêter le temps, parce que le temps il file. Le temps, j'aime bien schématiser en disant que, tu vois, quand tu as un avion dans le ciel, quand on est en bas, tu le vois avancer tout doucement. Tu as l'impression qu'il avance tout doucement. Donc le temps, on dirait qu'il avance doucement. Surtout quand c'est pénible, un moment qui est pénible, il est long. Tu sais, quand tu es à l'école, l'heure, elle est très longue. Mais au final, en vrai, l'avion, il avance très vite. Et derrière, il laisse une traînée de fumée. Tu sais, quand on va dans le ciel, des fois, on croit, tu sais, quand on est petit, on croit que c'est une fusée qui décolle. En fait, c'est les avions qui laissent leurs traces. Et la fumée, en fait, elle s'estompe. Et la fumée qui est derrière un avion, c'est un peu comme les souvenirs. Tu as toujours des souvenirs des années précédentes, des 5, 10 dernières années, 15 dernières années.
et ça s'estompe. Mais ça te suit. Mais du coup, tu oublies des choses. Et des fois, tu oublies, par exemple, où tu as eu des grosses épreuves. Alors, c'est utile l'oubli. L'oubli, ça a été inventé pour ça, entre guillemets. C'est-à-dire que ça permet aussi de vivre, parce que si on est tout le temps avec le souvenir permanent de chaque événement de notre vie, ça serait trop tragique. Des fois, on entend des mauvaises nouvelles. Au bout d'un certain temps, on passe un peu à autre chose. C'est la nature des choses qui fait ça. Mais si on devait tout le temps se rappeler qu'on a perdu un proche, qu'on a un ami qui est parti, etc., on ne pourrait pas en vivre. Donc l'oubli, ça a été inventé pour ça. Et donc, pour pas oublier, je me suis dit, je vais écrire, mais je vais aussi m'écrire à moi en même temps. Ça me rappellera aussi que à ce moment-là, j'ai demandé une bracha pour telle chose, et je l'ai eu au final. Ça, je l'ai obtenu. Et quand je relis en arrière mes lettres, parce que je les garde. Donc, oui, tu as pris cette décision, qu'est-ce qui se passe? Alors, donc je décide à 19 ans, c'est pour mon anniversaire des 19 ans, parce qu'en fait, oui, je ne l'ai pas précisé, on s'approchait de mon anniversaire, et donc c'est une coutume de prendre une bonne décision, qui dit voilà, ça tombe bien, fin Margaine, ton anniversaire qui arrive, prends une bonne décision maintenant devant des témoins. Comme ça, si on te recroit, on dit alors, c'en est où ta bonne décision? Et du coup, je prends cette bonne décision. Donc tu te poses. Voilà, je me dis, ok, j'ai pris la bonne décision, ça va être ça. Une fois par mois. Tous les mois, une fois par mois, Rosh Chodesh ou proche de Rosh Chodesh, des fois c'est le 2 du mois, des fois le 3 du mois, mais une fois par mois, j'écris une lettre, assez détaillée en général, qui s'adresse au Rabbi de Lubavitch, et qui raconte le mois qui s'est passé. Et je dis où ça en est, quelle bonne décision j'ai prise, quelle chose s'est passée dans le mois. C'est juste ce qui se passe avec toi spirituellement ou... Ah non, de manière très pragmatique, très concrète. Des fois, je dis des choses où... C'est combien de pages? Ça dépend des mois, j'imagine. C'est une longue page, écrite en manuscrit, mais ça me prend 10-15 minutes pour l'écrire. Je prends le temps de le faire. Une fois par mois. Une fois par mois. Ça fait plus de 17 ans aujourd'hui, tu as tenu 17 ans. Exactement. Bah, donc, tu fais 17... Alors, ouais, j'ai 36 ans, j'en avais 19. 17 ans fois 12 lettres, et tu as le nombre de lettres que j'ai écrites. Et j'ai un classeur, d'ailleurs que j'ai terminé il n'y a pas longtemps. J'ai dû ouvrir au départ un autre classeur. Je garde toutes ces feuilles, et des fois, je m'amuse un peu à repasser en revue quelques lettres au hasard, où je demande, je sais pas, une bracha pour me marier, et je me retrouve aujourd'hui avec 5 enfants, donc je dis, bon, ça s'est bien passé puisque tu as eu ta bracha. Ou pour avoir mon permis, ou pour des choses des fois banales. Et ça me permet aussi de remercier. Ça aussi, c'est une valeur importante, la reconnaissance. De se dire, voilà, tu as voulu des choses, le bon Dieu a été là, il t'a répondu présent. On ne comprend pas toujours les comptes du bon Dieu, c'est normal. Mais il faut savoir aussi être reconnaissant. Et donc, je dis au bon Dieu, voilà, on va faire un deal, toi et moi. Je fais ce que bon te semble et fais ce que bon me semble. Et on s'arrange comme ça et ça se passe plutôt bien à ce niveau-là. Et donc, j'ai pris cette bonne décision qui m'a suivi jusqu'à aujourd'hui. Donc, je raconte toutes mes... Donc, un jour, peut-être, je sortirai un mémoire. Les mémoires, j'en sais rien. J'ai de quoi faire un livre entier. Et tu faxes, Alors oui, la coutume est de faire une photo, de scanner ou d'envoyer par fax pour que ce soit déposé sur le tombeau du Rabbi. Sur le tombeau du Rabbi. Mais c'est vrai qu'au début, j'ai commencé, je ne savais pas où ça allait me mener. Et aujourd'hui, j'ai gardé cette bonne décision. Tu as eu des moments où tu t'es dit, ça sert à quoi que je fais ça? Pas vraiment, non, pas vraiment, parce que ça me permettait aussi à moi, encore une fois, d'arrêter le temps. Je te parlais de ces souvenirs qui, des fois, nous échappent. Et ça me permet, des fois, de relire et de dire, ah tiens, j'avais oublié cet épisode, j'avais oublié cette anecdote. Et ça me redonne de la force et de la motivation. C'est souvent, je pense, un caractère qui est très dur à avoir, c'est peut-être la constance. C'est d'être sur 17 ans, de faire la même chose une fois par mois. C'est très rare. C'est pour ça que c'est mensuel. On met des tefilines tous les jours, oui. C'est facile. Ouais. Mais bon, d'écrire une lettre, qu'il n'y a aucune obligation, c'est toi qui as décidé de le faire, de tenir 17 ans. C'était toujours... Honnêtement, ça me fait du bien. C'est presque thérapeutique. En fait, c'est ma petite séance de psy mensuelle où j'écris ce qui s'est passé. Je demande des choses pour l'avenir. Et en les relisant, ça me conforte, ça me soulage, etc. Tu sais, quand tu dis, voilà, ma femme on a eu notre premier enfant, notre deuxième, notre troisième, et du coup, tu te replonges dans le passé et tu revis l'instant au présent. Donc, pour moi, c'est bénéfique. Donc, je ne sais pas si certains, peut-être, ça peut les inspirer de prendre sur eux d'écrire une fois par mois au Rabbi, parce que ça peut être aussi, même pour eux, très bénéfique. Vraiment. Alors. Donc ça, en fait, c'est ton histoire de la yeshiva. Ce que tu as appris de la yeshiva. C'est ça. Ton université. Alors, évidemment, j'ai appris plein de choses, mais voilà, mais ça, on est là pour raconter des petites anecdotes. Et celle-là, c'est quelque chose qui encore aujourd'hui est resté. Elle est présente. À l'université, j'ai aussi plein d'histoires, mais on ne va pas raconter tout. Mais il y a peut-être une comme ça vraiment où j'ai le souvenir encore présent. Il y avait un examen, alors c'était pas cette fois-ci un examen de fin d'année, c'était un examen d'un groupe de 30 élèves. C'est les fameux TD où on est 30 élèves. Donc c'est moins grave de le rater, mais c'est quand même pas terrible parce que ça met la moyenne un peu vers le bas. Parce qu'ils mettent 0 en fait, quand t'es pas là, t'as un 0 et du coup ça fait baisser ta moyenne. Et donc la prof, c'était une dame qui dit, voilà, l'examen de cette matière aura lieu tel jour. Et elle dit un samedi. Alors il n'y avait pas de cours samedi, mais des fois ça pouvait arriver qu'un examen soit donné le samedi.
Donc le cours aura lieu samedi. Tous ceux de ma classe, qui sont 99% non-juifs, savent que je suis un juif pratiquant et m'apprécient, je pense. Et en tout cas, c'est eux qui se sont levés, ont dit « Madame, on ne fera pas d'examen samedi ». On dit « Mais qu'est-ce qu'il y a samedi Je ne comprends pas. » Ben, vous savez bien que Avi ne pourra pas venir s'il y a un examen samedi. Et moi, j'étais très gêné. J'ai dit « Mais asseyez-vous, restez là, on s'arrangera avec la prof après. » Enfin, non, hors de question, pas l'examen samedi, sinon Avi ne pourra pas passer l'examen, donc on ne veut pas le passer. Et là, j'étais waouh, je me suis dit, ben, toute comment dirais-je, le naturel que je leur ai fourni, c'est-à-dire que je leur ai dit à tous ceux qui étaient autour de moi, qui me fréquentaient, savaient que j'essayais d'être le plus intègre possible dans ma relation. Il n'y avait pas de faux semblants. Et donc, ils se sont dit, ben, si pour toi c'est important, pour nous c'est important. Si pour toi c'est tellement important que il n'y a pas de dérogation, tu ne viendras pas, tu es prêt à avoir un 0, alors on est tous là, les 29 autres élèves de la classe, on va se lever pour dire, il n'y aura pas d'examen samedi. Et la prof a abdiqué, elle a dit, bon, vous me fatiguez, oh, alors pas l'examen samedi. Alors que j'ai rien demandé en fait, c'est ça qui est fou. Parce que j'aurais même pas osé demander, et je me suis dit, bon, c'est un problème local, je ne peux pas déranger toute une classe. Moi, j'aurais mon petit 0. D'ailleurs, c'était un peu une médaille, il y avait des élèves qui avaient des 0, j'ai eu un 0, j'ai eu 2 0. Pour dire, je suis tellement fier que voilà, je suis prêt à assumer un 0. Un peu que mais au final, c'est la classe de non-juifs, j'insiste, hein, qui s'est levée pour dire, si Avi ne fait pas l'examen, on ne fera pas l'examen. Bon, voilà, je te laisse, tu redescends. Ah, on redescend. Ah, on descend, on atterrit, on se voilà. Alors, avec tout ce passé, j'imagine on va bientôt arriver à Alodon. On arrive. On arrive à Alodon, donc tu vas finir l'université, tu vas te marier, tu vas construire une famille. Et du coup, tu as cette idée-là de fonder Alodon? Alors, il y a une petite étape avant qui a duré 8 ans, mais je ne vais pas te la résumer en 8 ans. Donc, je me marie effectivement en dernière année de fac. Ça aussi, c'est un peu original de se marier en pleine université. C'est-à-dire que j'avais donc pas loin de 22 ans, je me fiance. Donc déjà, c'est un peu à vie se fiance. Ensuite, tu te maries. Ensuite, tu dois finir tes examens parce que tu ne peux pas travailler tant que tu n'as pas fini ton cursus. Donc, j'avais quasiment pas de revenus à ce moment-là. Ma femme, et je l'en remercie encore maintenant, s'est très vite mis dans le monde du travail. Elle a travaillé auprès de crèches, auprès de maternelles, pour un peu, on va dire, anticiper le fait que je n'avais pas de revenus à ce moment-là, parce que c'était un peu le deal, quoi. C'est-à-dire que je finis mon examen, donc pendant encore 6 mois ou 1 an, je n'aurai pas de revenus par définition, et c'est elle qui a assumé en partie ça. J'aimerais te poser cette question, parce que je suis moi-même affronté à beaucoup de fois à ce problème. Beaucoup de jeunes juifs, souvent on va dire dans le milieu assez religieux, on se marie à cet âge-là, ils sont affrontés à cette question où ils sont, on va dire, en 2e année, 3e année d'études, et des fois ils vont être médecins, donc ils ont encore pas mal d'années, et ils vont rencontrer leur future femme, et ils ont cette question, est-ce que je me marie maintenant ou j'attends 3 ans, 2 ans, 5 ans des fois avant de me marier? Qu'est-ce que tu leur aurais dit? Je vais te donner une bonne nouvelle, c'est que j'ai une réponse très tranchée. C'est pas une réponse évasive, je vais te répondre clairement. Tu as réfléchi à ce sujet? C'est pas que j'ai réfléchi, j'étais confronté à ça et j'ai ma définition et mon résultat, enfin mon analyse à moi. Ne jamais repousser un mariage, ça c'est le principe de base. Mais deuxièmement, quand on se marie ou qu'on s'apprête à se marier, ça ouvre des portes qui ne peuvent s'ouvrir que par le mariage. Je m'explique. Si tu te maries et tu décales de 5 ans, ce qui devait arriver maintenant va arriver dans 5 ans. Quand je me suis marié, comme je t'ai dit, ma femme a travaillé, mais c'était même pas suffisant pour subvenir un peu à nos petits besoins de jeunes mariés. Au même moment, quelqu'un de la communauté juive sait que je suis en université, que je fais de la finance. Et il m'appelle et il me dit, écoute, Avi, voilà, je sais que je fais de la finance. Moi, je fais un peu de bourse, je joue un peu à la bourse, mais je suis pas connaisseur. Donc j'ai un petit portefeuille qui dort et j'investis des actions, etc. Mais je m'y connais pas très bien, je perds beaucoup d'argent. Donc il me reste un petit portefeuille en ligne sur Boursorama. Il me reste 30 000 € là-bas. Pour moi, c'était énorme, évidemment. Il me reste 30 000 € là-bas. Je te confie ce portefeuille-là. Maintenant, j'ai 22 ans. Voilà, on est à la fac, mais on n'apprend pas forcément à investir. Je te donne ces accès Boursorama pour gérer mes actions. Tu achètes, tu vends, tu fais ce que tu veux. Chaque mois, si on a du bénéfice, tu prends, c'était quoi le deal? 10% du bénéfice. Si on a des pertes, tu perds rien. Donc s'il y a des pertes, c'est pour moi. Enfin, lui, il me dit ça. Et s'il y a des bénéfices, tu prends 10%. Et j'étais vraiment stressé parce que je me dis, pas évident, c'est un vrai challenge. Est-ce que je peux affronter ça? J'ai accepté, j'ai dit à une condition, c'est que je prends avec moi un ami non juif de l'université qui lui aussi boursicote un petit peu personnellement. Donc je veux qu'on soit 3, nous 2 et vous,
Comme ça, si on a une décision à prendre, est-ce qu'on achète des actions Peugeot, Renault, machin, on se consulte et au moins on sera toujours majoritaire, 2 contre 1. Il n'y a pas de 1 contre 1. Parce que si moi je dis il faut acheter ça et lui me dit il faut vendre, on fait quoi? Donc si on est 3, on a la majorité qui peut s'imposer. Donc je prends un ami, je lui explique ce projet, il me dit pas de problème. Eh ben, tu me crois pas. Pendant 1 an, ça s'est passé comme ça à peu près, un peu moins d'1 an. Et tous les mois, quasiment tous les mois, je gagnais, enfin je faisais gagner 8 000 € de bénéfices en moyenne lycée sur l'année, ce qui me générait 800 € pour moi. Et au final, j'avais un loyer à 800 € à payer pendant 1 an. Alors, appelle ma femme pour la confirmation, mais vraiment, je t'assure. Et ce qui est marrant, c'est que. Et pour toi, c'était la bénédiction du mariage. Bah, tu évidemment, rappelles, oui, la phrase évidemment. dans le Zohar, c'est abordé. Que la richesse, elle vient par la femme. Il y a tout un. C'est ça. Alors, la femme, on pourrait parler des heures aussi. Évidemment, je lui dois beaucoup. J'ai parlé de mes parents parce qu'on a parlé de mon éducation, de mon enfance. Quand je me marie, évidemment, il y a un nouveau personnage dans mon histoire qui apparaît, c'est ma femme, à qui je dois tout, à qui je dois beaucoup énormément. Et elle le sait. Alors, je ne sais pas si elle s'en rend compte parce que je ne le dis peut-être pas assez. Donc, je le redis ici. Voilà. Tout est grâce à toi. Et c'est pour ça que je te dis que quand on se marie, en fait, ça ouvre des portes. Et comme je t'ai dit, je gagnais pas 900 € ou 700 €, je gagnais 800 € à l'euro près. C'est-à-dire que j'ai pu payer mon loyer pendant 1 an. Ensuite arrive le monde du travail. Voilà, chapitre 7, 8, je sais plus où on en est. Le monde du travail. Donc je me suis marié. Monde du travail. J'ai mon premier enfant qui arrive assez vite. Donc évidemment, les dépenses sont un peu plus élevées. Et j'intègre à ce moment-là, j'ai plein de petits jobs, je passe les étapes, plein de petits jobs, mais j'arrive sur un job beaucoup plus stabilisé. C'est en fait, j'intègre dans la ville de Montrouge un complexe scolaire du rabbin David Mimoun qui m'embauche et qui me dit voilà, est-ce que tu veux travailler dans l'éducation? Tu as un diplôme de finance, tu as un profil juif religieux, donc c'est exactement ce qu'il nous faut, c'est assez rare en plus sur le marché, donc c'est ce qu'on cherche. Alors ça consiste en quoi, etc. Donc en fait, finalement, mon job, c'est un petit peu formé avec le temps, puisque en fait, c'était pas un job qui existait, c'était plus, on va dire, un défi que je devais relever pour redresser la barre de tout ce qui est entrée et sortie d'argent, grosso modo, du complexe. Je dis complexe parce que c'est pas qu'une école, c'est aussi une yeshiva. D'ailleurs, c'était la yeshiva de Montrouge que j'avais intégrée quelques années auparavant, donc c'est aussi une forme de reconnaissance d'avoir intégré ça, alors qu'on a peut-être des fois des opportunités ailleurs. Donc il y avait aussi une synagogue, enfin il y a tout un complexe, et je devais tout remettre à plat. Ça a duré 8 ans. Ça a duré 8 ans, et c'est pendant ces 8 années, évidemment, que j'ai pu côtoyer le monde de l'association, le monde des dons, le monde des reçus CERFA, le monde des donateurs, et donc c'est là où j'ai un peu intégré les besoins de chacun, à la fois des associations, le besoin de collecter des fonds, et les besoins d'un donateur, donc il veut donner facilement, il veut recevoir son reçu fiscal pour déduire son don en grande partie, etc. Et tout ça, il fallait un petit peu le formaliser. Donc l'idée, évidemment, elle a un peu émergé à ce moment-là, et ça a duré 8 ans. Ça a pris 8 ans, enfin bon. Alors l'idée, on va dire, je l'ai eu au bout de 4-5 ans, mais pour la mettre en application, il m'a fallu un peu de temps parce que faut bien comprendre que quand tu es salarié et que tu as 1, 2, 3 enfants à nourrir, tu es marié, tu as des obligations et que tu te lances dans un projet comme ça, tu es sans filet en fait. C'est-à-dire que voilà, tu as un petit chômage peut-être pour compléter, mais c'est pas suffisant. Donc tu te dis, finalement, c'est un peu la planque. Est-ce que je reste dans ma sérénité quotidienne avec tous les mois un certain revenu qui rentre et basta, ou bien je prends des risques pour gagner peut-être un peu plus, mais peut-être pour perdre beaucoup plus, parce qu'une fois que tu es parti, c'est dur de revenir. Tu peux pas dire, bon allez, je vais me lancer dans un projet, et 6 mois ou 1 an après, tu dis, bon finalement ça n'a pas marché, je reviens. C'est pas sérieux, c'était pas mon objectif. Tu vas prendre conseil avec tes parents. Évidemment, évidemment. Comme toujours, mais ça c'est, voilà, comme je t'ai dit, c'est une évidence. Ma femme aussi, du coup, se rajoute un peu au conseil de famille. C'était pas évident comme décision à prendre, vraiment. D'ailleurs, avec du recul, je sais pas si je le referais tellement c'était rempli d'embûches, d'obstacles, de miracles. Parce que tu sais, quand tu as eu un miracle, tu essayes pas 2 fois. Quand tu sautes du 10e étage et que tu t'en sors indemne, tu dis, ah bah tiens, je vais retenter. Non, ça y est, tu as eu un miracle, tu es tombé sur un buisson, sur un paravent, je sais pas quoi. Tu dis, bon, c'est un miracle, faut pas en abuser. Tu penses à un miracle que tu as réussi à l'autre? Franchement, ben. Il y a beaucoup de gens qui ont eu cette idée et qui ont essayé et qui n'ont pas réussi. Honnêtement, c'était un petit peu précurseur à ce moment-là, c'était nouveau. Les paiements en ligne de manière générale, c'était quand même assez nouveau. Enfin, nouveau. Dans le domaine du don, c'était quand même assez nouveau. Les gens avaient l'habitude de faire leur chèque, etc.
Donc j'ai voulu démocratiser. Quelqu'un dit que j'ai ubérisé le don. Je l'ai rendu, on va dire, quelque chose de banal, de courant. Et une des choses où je suis assez fier, c'est qu'il y a pas mal de gens qui donnaient rien avant. Parce que c'était pour eux pas à leur portée. Mais quand ils savent qu'ils peuvent donner maintenant 5 euros, 10 euros, 15 euros une fois de temps en temps, ben, finalement, ils s'éduquent eux-mêmes à donner et ils deviennent généreux quelque part. Et ça a créé des milliers de gens qui ont fait des dons, qui n'auraient peut-être pas fait de dons sans ça. Des milliers. À des milliers qui ont donné sans ça. Oui, on a dépassé le million, mais certains donnaient avant que je vienne, heureusement. On va arriver un peu à discuter de cette plateforme qui est... On en profite tous aujourd'hui. Comme je réfléchissais tout à l'heure, est-ce qu'il peut y avoir... Alors, non, elle est très répandue dans le monde juif, mais elle est même en dehors du monde juif, comme tu me disais. Et mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a peut-être un juif francophone qui sait pas c'est quoi le don? J'avoue que ça me vexerait si je demande à quelqu'un est-ce que tu connais le don, il me dit non, bon, ça peut arriver, hein, mais... Ça fait partie du langage, vous savez, aujourd'hui, il y a certaines choses qu'on sait de base dans le monde juif. Allodon, c'est... C'est vrai que rentrer dans un dictionnaire du langage courant, c'est une forme de réussite, mais bon, après la réussite, c'est très vague, ça veut un peu tout et rien dire, mais en tout cas, c'est une forme d'aboutissement. Même à Pourri, il y a des enfants, ils se sont déguisés avec... C'est vrai, dans les déguisements de cette année, j'ai eu quelques photos, ça m'a beaucoup fait sourire et beaucoup fait plaisir. Juste pour expliquer, parce qu'au cas où, s'il y a quelques-uns qui ne connaissent pas c'est quoi Allodon, juste pour déjà donner une petite intro. Tout simplement, Allodon, c'est une plateforme de dons en ligne qui permet à toute association dite d'intérêt général de disposer d'un mini site internet vitrine où je vais mettre des photos, du texte, de la vidéo de manière gratuite. C'est gratuit. Pas d'abonnement, pas d'engagement. Alors, il y a des frais, mais c'est une commission qui s'applique sur les dons qui rentrent. Donc c'est un peu comme Litchi ou PayPal, où il y a une commission sur les dons qui rentrent, mais par contre, disposer de son site internet vitrine, en soi, il n'y a pas de frais. Zéro frais, zéro engagement. Ça, c'était important pour moi. Au début, on m'avait dit non, fais un abonnement, 10 euros, 20 euros. Non, zéro abonnement parce que s'abonner, c'est s'engager. Les gens, l'engagement, ils n'aiment pas trop. Donc, ils sont libres de tester. Ça leur plaît, ils l'utilisent. Ça leur plaît, ils l'utilisent pas. Et c'est vrai qu'au tout début, je m'étais dit, si j'arrive à terme, au bout de 5 années, à viser 500 structures, c'est énorme. Pour moi, voilà, le marché associatif, il est quand même limité. Et au final, aujourd'hui, on a dépassé les 1500 associations. Donc, ça a dépassé un peu ce que j'avais prévu, même dans mes projections les plus optimistes. Donc, c'est pour ça que c'est une aventure qui me dépasse, en fait. J'ai créé quelque chose qui... Enfin, je n'ai pas créé, j'ai mis à disposition mon petit savoir pour essayer d'en faire quelque chose. Tu n'étais pas prêt à atteindre cette réussite? Encore une fois, j'aime pas trop parler de réussite parce que réussite, ça veut dire on a fini quelque chose. On n'a jamais fini quelque chose, en fait. On est toujours en mouvement, mais ce que j'ai réussi... Allodon aussi, c'est en mouvement? Allodon aussi est en mouvement. Il y a beaucoup de choses qu'on prépare en coulisses. Bien sûr, on développe quasiment tous les jours un peu notre plateforme. Évidemment qu'en 5 années, on n'est pas du tout comme on était au premier jour. Donc, évidemment que ça se développe. J'ai d'autres projets aussi qui arrivent qui n'ont rien à voir avec Allodon, mais j'ai besoin moi aussi d'être en mouvement. Maintenant que j'ai, on va dire, assis une certaine notoriété, une certaine légitimité qui fait qu'il y a une forme d'accoutumance, donc Allodon ça devient un réflexe, au final, je ne peux pas en rester là en fait. Je ne peux pas rester sur mes acquis. Donc il faut à la fois... Pourquoi parce que quand tu gagnes un trophée, tu le mets dans ta vitrine et tu t'arrêtes pas en fait. Tu veux un deuxième, tu as gagné une Coupe de France, parce que j'aime bien le football, hein, désolé pour la métaphore, une Coupe de France, tu veux gagner un championnat, tu veux gagner une Ligue des Champions, tu veux gagner une Coupe du Monde, tu es toujours assoiffé. Et d'ailleurs, je me souviens qu'une des premières campagnes où j'ai dû un peu être commercial, un peu batailler pour l'avoir, parce que bon, c'est un peu nouveau, je suis reçu par un président d'association qui me dit voilà, pourquoi je passerai par toi, qu'est-ce que tu offres, il y a encore un an, on ne te connaissait pas. Et c'était en 2018. Alors j'ai lancé en 2017 le projet, mais c'est vraiment en 2018 ça a commencé vraiment à se lancer officiellement. Il me dit oui, il y a encore un an, on ne te connaissait pas. Et je lui dis, est-ce qu'il y a un an, tu connaissais un certain Emmanuel Macron ou un certain Kylian Mbappé? Parce que les deux ont eu leur début de carrière au même moment, enfin leur début de popularité. Et je lui dis, alors, je ne suis pas Mbappé, je ne suis pas Macron. Simplement, il y a un an, j'y ai cru dur comme fer. Aujourd'hui, maintenant, je veux prouver que j'existe, quoi, que j'ai mon projet et qui va vous permettre d'aller encore plus loin. Et ça l'a convaincu cet argument. Et c'est vrai que juste après, Macron a été élu président, Mbappé a été champion du monde. Donc voilà, je suis champion du monde. Ils sont prendre conseil chez toi, peut-être Macron et Mbappé? Pas encore, mais quand ils veulent. Quand ils veulent. Alors, j'ai quand même un passage de ma vie qui est très important aussi, avant d'arriver à Allodon quand même. Alors, on fait un peu dans le désordre, mais c'est pas grave. Après, les gens s'arrangeront pour remettre dans leur esprit. Mais il y a aussi un autre événement qui a été important. Ça a été un deuxième livre, figure-toi. Un deuxième livre. C'était pas un roman. Alors, j'ai écrit un deuxième livre. Donc ça, c'était le roman.
via un autre projet. Donc en fait, tu es aussi écrivain à part. Je me considère pas vraiment écrivain, mais j'aime bien mettre à l'écrit certaines choses pour que ça soit vraiment gravé quelque part. Oui. Quand j'étais donc dans ce complexe scolaire, j'étais aussi responsable des prélèvements des scolarités, des virements des salaires, etc. Et parfois, on avait des scolarités qui ne passaient pas, qui étaient rejetées. Donc, je rencontrais les parents, le papa ou la maman. Voilà, monsieur Untel, la scolarité de ce mois-ci, elle a été rejetée. Donc, est-ce que vous savez que vous avez déjà, vous, des frais de rejet par la banque? Nous aussi, on a des frais bancaires de rejet. Et comme on programme le prélèvement, si vous avez une date dans le mois qui vous convient, on peut la changer. Si vous préférez qu'on programme au 8 du mois, au 15 du mois, au 20 du mois, on peut le modifier. Donc, dites-nous ce qui vous arrange, comme ça, à l'avenir, ça vous évitera ce genre de problème. Et là, je me souviens, une maman me dit: ah, écoutez, je ne sais jamais ce que j'ai sur mon compte, donc représentez la scolarité, on verra bien si ça va passer. Et à ce moment-là, je la regarde, je lui dis: mais vous savez que tous ces frais bancaires mis bout à bout, c'est peut-être ça en fait votre fin de mois difficile, parce que puisque vous ne savez pas ce qu'il y a sur votre compte, ben, la banque sait très bien ce qu'il y a sur votre compte, et donc vous facture des frais d'agio, etc. Et au final, ça se trouve que cette somme-là, à la fin de l'année, ben, si vous l'avez sur votre compte, ça vous aiderait beaucoup. Et donc j'ai compris à ce moment-là que, je le savais un petit peu, mais là sur le terrain on l'apprend de manière plus concrète, c'est que les gens, moins ils ont les moyens, et plus ils vont dépenser. Je m'explique. Quand on a les moyens, généralement on a son livret A, son livret cerise, son livret pamplemousse, j'en sais rien. Enfin, on sait où on met ses fonds, on a un peu d'argent dans les actions, on a un peu d'argent ici, on sait exactement comment gérer son argent. Alors qu'en fait, si on a de l'argent, à la limite, autant en profiter et de dépenser sans compter. Mais justement, les gens qui ont plus d'argent, ils vont le dépenser de manière très intelligente. Alors que celui qui n'a pas d'argent, il est toujours à découvert, il est toujours dans le rouge. Il dit: bon, si déjà je suis dans le rouge, je vais en vacances, je vais kiffer, je vais profiter, je vais dépenser une tonne. Ah, il y a les soldes qui arrivent, allez, je me fais plaisir. Mais au final... Tu me rappelles une phrase du Ravi qui répétait souvent. Il disait que le riche, il compte son argent, il dit: bon, je vais voyager en 2e classe. Mais le pauvre, il dit: de toute manière, j'ai pas d'argent, donc autant profiter de la 1re classe. C'est exactement ça. Mais après, ça entraîne des frais derrière qui sont un peu dommages parfois pour les gens qui n'ont pas des grands moyens et du coup qui se retrouvent en galère. Parce que je leur disais: ok, tu veux pas faire attention à ton compte, mais tu as des enfants, tu as des responsabilités. Comment tu vas expliquer à ton enfant si ta carte ne passe pas au magasin quand tu fais des courses et ah, je suis à découvert, ça passe plus? Tu es responsable quelque part de ton petit foyer, c'est ton petit monde à toi, c'est ta petite société. Il faut aussi être à la hauteur de ça. Et donc je me suis dit: je vais écrire un petit livre qui s'appelle Comment gérer son argent en période de crise. Alors, quand je dis comment gérer son argent, c'est en fait comment gérer son non-argent en fait. C'est justement quand on n'a pas beaucoup d'argent, comment on fait pour s'en sortir. Et je l'ai lancé en 2015, c'était la crise un peu à cette époque-là, mais j'ai envie de dire c'est toujours un peu la crise. De toute façon, quand on écoute les médias, c'est toujours la crise, donc ça reste d'actualité. Alors je l'ai amené évidemment avec moi. Je l'ai ramené. Voilà, il est ici. Voilà. D'ailleurs, petite parenthèse, préface de B. Obama. À l'époque, c'était le président des États-Unis qui s'appelait Barack Obama. Et évidemment, c'est pas le vrai qui m'a préfacé, mais je voulais, ça c'est un peu mes cours de marketing, on va dire à l'université, je voulais attirer l'attention parce que les livres, il y en a tellement, et ça je l'avais appris aussi de mon premier bouquin, il faut attirer l'attention. Et donc, je me suis dit: je vais trouver un homonyme célèbre. Alors, pour l'anecdote, au début, je cherchais un F. Hollande, parce que c'était François Hollande qui était président à l'époque, et j'ai trouvé un Fernand Hollande dans les pages jaunes. 95 ans, je l'appelle: bonjour monsieur Hollande. Ah, comment je comprends pas, il comprenait pas ce que je racontais. Non, j'ai une préface à faire, vous avez rien à faire, je vous paye 100 € et je vais écrire la préface pour vous, juste je mets votre nom à la place. Il comprenait évidemment rien, je dis: bon, je vais taper plus haut, et là en cherchant, je trouve un Benjamin Obama, je me dis: c'est parfait. Et en plus, c'est un enseignant, chercheur en gestion. Wow. Voilà, ça pourrait pas mieux tomber, à Lyon. Je l'appelle: bonjour monsieur Obama. Ah, vous m'appelez pour l'article? Je fais: non, quel article? Ben là, on est venu chez moi, on m'a filmé parce que je suis un homonyme d'Obama. Et donc, ils étaient venus faire un reportage sur lui. Je dis: écoutez, je n'ai pas vu l'article, j'ai un autre projet pour vous. J'ai un livre à sortir en gestion. Vous êtes en plus prof de gestion. J'ai une licence de gestion. Et du coup, ben, j'ai bien envie que votre préface apparaisse parce que grâce à votre nom, c'est sûr, ça peut aider. Évidemment, il a accepté le deal. Tu as mis B pour... Et donc, j'ai mis B pour moi parce que j'avais pas mis de baraque, c'est faux. Mais B, c'est vrai. Voilà. Et du coup, bah, ce qui manque, c'est que même la préface, en vrai, c'est moi qui l'ai écrite, mais ça, faut pas le dire. Et du coup, ce livre-là, en fait, ça a été une aventure folle. Je vais la résumer parce qu'elle peut être longue, mais je vais la faire en version courte, promis. Alors, pour faire un livre, il faut comprendre, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent parce qu'il y a les frais d'impression, les frais de distribution, les frais de marketing. C'est beaucoup d'argent. Et à l'époque, j'étais donc, je travaillais donc là où je travaillais en tant que salarié. Il faut bien comprendre que quand on travaille dans une école, c'est pas pour s'enrichir, ou en tout cas pas financièrement. Ça c'est évident.
Donc j'avais pas les moyens de faire un projet comme ça. S'enrichir de bonnes actions. S'enrichir de plein de bonnes choses, mais pas d'argent, ça je te confirme. Et j'ai un des parents d'élèves qui est dans le monde de l'édition. Et donc j'ai ce projet qui me taraude, je me dis bon, il faut que je fasse un petit bouquin pour donner des petits conseils de gestion faciles à appliquer pour gagner quelques dizaines, quelques centaines d'euros par mois et pour peut-être mieux joindre les deux bouts. Et donc je tombe sur ce parent d'élève qui est distributeur, je lui raconte mon projet. Il me dit c'est parfait, ce projet me plaît, c'est dans l'air du temps, je vais le mettre dans mon lot de magazines, parce qu'ils vendent des magazines aussi, ça fera partie de mon catalogue. On a fait un peu les devis et le projet il coûte 15 000 euros. Distribution, fabrication, etc. 15 000 euros. Je lui dis écoute, il s'appelle Charles, je vais vous demander son prénom parce que, encore la reconnaissance, merci Charles de m'avoir fait confiance. Je lui dis écoute Charles, ce projet c'est beaucoup d'argent, je n'ai pas un centime pour ce projet, je peux l'écrire. C'est pas ta paye 15 000 euros à ça? Non. Peut-être sur l'année et encore. Enfin bref. Et du coup, je lui ai dit, écoute, si toi tu crois à ce projet, je vais l'écrire, tu le liras, s'il te plaît, tu le sors, mais c'est à tes risques et périls. Aucun problème à vie, regarde ce qu'on va faire. Si ça génère un peu d'argent, parce qu'il y aura des ventes du livre, jusqu'à 15 000 euros, ben, je me rembourse. Et si jamais on dépasse, ce qui peut être le cas, on ne sait jamais, on fera moitié-moitié. C'était l'arrangement. Parfait, ça me va. J'ai dit, par contre, j'ai une condition. Vu qu'on est sur un livre pour gérer son argent, il ne faut pas qu'il soit trop cher. Si tu fais un livre à 15 euros ou 20 euros, ils ne vont pas l'acheter les gens. Ah oui, mais tu comprends, dans le monde de l'édition, ça coûte cher. Il faut le vendre au moins 13 euros, 14 euros. Il avait fait une projection. Il faut autour des 15 euros quasiment pour commencer à être rentable. Écoute, alors le projet, on ne pourra pas le faire parce que ce prix-là n'attirera pas l'attention des gens qui sont concernés. Donc moi, en dessous, il faut le faire en dessous de 5 euros, sinon les gens ne vont pas l'acheter. Ils sont en période de crise en plus, les gens. Ils sont en période de crise, et donc rajouter encore 15 euros de dépenses, c'est beaucoup. Et au final, il réfléchit quelques jours et il revient vers moi et dit écoute, je suis prêt à perdre de l'argent sur ce projet-là, il me plaît beaucoup. Encore une fois, ça va alimenter mon catalogue. On se lance, on fera un prix à 4,99 que j'ai même marqué en grand, là, prix anti-crise. Et du coup, on le savait pertinemment, et lui et moi, qu'on ne serait pas rentable. On vend, je dis on parce que c'est quand même un travail d'équipe, hein, on vend en 3 mois de distribution parce que c'est le monde de la presse, c'est pas le monde des romans, c'est la presse, c'est sur 2 ou 3 mois. On vend 3770 livres à travers toute la France. Le chiffre il est important. Alors le chiffre, pour certains connaissent la symbolique. 770, c'est un chiffre, qu'on connaît bien chez le mouvement Chabad, puisque c'est l'adresse de la synagogue du Rabbi Lubavitch. C'est la valeur numérique de Tzarfat. Et c'est aussi la valeur de la France. Je vois que tu connais beaucoup de choses, dis donc. Et c'est la valeur numérique de la France, effectivement. Donc pour moi, c'était symboliquement très fort. Mais par contre, financièrement, c'était pas suffisant pour rembourser, pour en tout cas payer cette somme de 15 000 euros. Donc il y avait un déficit de 4 500 euros, précisément. Et là, je dis à Charles, écoute, il nous reste des livres, parce qu'on n'a pas tout vendu. Donc évidemment, il y a des livres qui nous reviennent et on peut les vendre à l'unité ou trouver une autre façon de les vendre. Je dis, écoute Charles, laisse-moi réfléchir, je vais essayer de vendre les livres, même à 1 euro pièce, 2 euros pièce, pour rembourser ma dette. Il me dit, écoute, Avi, tu n'as pas de dette. On a été clair dès le début, c'est un risque que j'ai pris tout seul, que j'assume, j'ai les épaules pour le prendre. Ne t'en fais pas. Le projet, je suis très fier. On a pu faire une parution dans Paris Match. J'ai pu passer chez Jean-Jacques Bourdin à la radio RMC pour parler un peu du livre. D'ailleurs, une petite parenthèse, tous les matins j'appelais RMC. Bonjour, j'ai écrit un livre pour aider les Français à joindre les deux bouts. Est-ce qu'on peut parler de mon livre? Restez en ligne, on verra, on vous dit si on vous prend. À 50 centimes la minute, je ne sais plus combien. Tu te dis, bon, j'attends, mais attention, parce que faut que ça reste rentable. Et 1 jour, 2 jours, 3 jours, et on se moque un peu de moi. J'ai compris qu'en fait, on n'allait jamais passer à la radio. 2 semaines après, dans les médias, dans les BFM et compagnie, événement à Marseille, un juif qui porte une kippa évite de recevoir un coup de machette dans la rue parce qu'il porte une kippa. Parfait. Je tiens mon occasion. J'appelle RMC, qui me connaissait, mais j'appelle avec un autre numéro cette fois-ci pour pas. Je me suis dit peut-être que je suis blacklisté chez eux. Bonjour, j'appelle parce que je porte la kippa depuis petit, mais depuis petit aussi, mon père m'a toujours dit de porter ma casquette, la fameuse casquette, pour me sentir, on va dire, moins agressé, ou en tout cas pour être protégé. Parce qu'en France, je suis français, mais on ne se sent pas toujours en sécurité quand on porte une kippa, même si on veut de mal à personne, mais porter une kippa, c'est presque un acte politique, un acte religieux qui peut des fois déranger. Et donc, mon fils, maintenant qui a 5 ans, à l'époque, pareil, je lui fais porter un petit bonnet, une casquette, il reste pas en kippa. Ah, bougez pas, vous passez à la radio tout de suite. Et là, évidemment, je suis donc confronté directement avec M. Bourdin.
qui est un journaliste hors pair et qui a le sens de la formule, qui veut un peu me provoquer, qui veut essayer de me déstabiliser. Je reste droit dans mes bottes et j'ai réussi à glisser de manière un petit peu hasardeuse. D'ailleurs, j'ai écrit un livre, alors je sais même plus comment j'ai pu sortir, mais j'ai pu parler de mon livre sur RMC. Alors, pour dire aussi pourquoi je raconte cette histoire, parce que des fois, quand la porte est fermée, quand la fenêtre est fermée, quand la cheminée est fermée, on trouve une autre façon de rentrer. Et voilà, quand on croit à quelque chose, on va au bout des choses et on y arrive en général. Et si on n'y arrive pas, c'est qu'on ne devait pas y arriver de toute façon. Donc je voulais passer sur ça, RMC. je pense qu'il revient bien durant toute l'interview. Ouais, bah, voilà, ça. Donc tu dois, donc pour revenir, donc tu dois 4 500 €. Alors encore une fois, je ne dois rien. Il a vraiment insisté, il m'a dit je ne dois rien. Mais j'avais une fierté, un orgueil personnel de me dire, écoute, tu as au final quand même perdu 4 500 €. C'est une somme énorme et je vais tout faire pour y arriver. Et comme j'ai cette volonté farouche depuis petit d'aller au bout des choses, je me suis dit, voilà, je me lance un défi et je vais récupérer cette somme-là d'une manière ou d'une autre. Et donc, je te passe les détails, j'ai essayé de contacter Carrefour, pour dire, voilà, on va l'offrir aux clients en mettant un petit sticker Carrefour. Dès que tu passes à la caisse, tu fais tes courses, tenez un livre pour payer moins, pour avoir des conseils de gestion. Donc, Carrefour est partenaire parce que nous aussi, on a des produits pas chers. Et en fait, c'est très dur d'être pris au sérieux quand on est dans ce monde-là parce qu'il y a tellement de projets à droite à gauche que c'est compliqué d'exister. Mais j'avais quand même en tête, je ne lâchais pas le morceau. À tel point que j'ai même écrit à l'époque à Emmanuel Macron, le fameux. T'as écrit au... Alors je lui ai écrit, il était à l'époque ministre de l'économie. Et je me suis dit, économie, livre sur l'économie, il y a quelque chose à faire. Et donc j'ai écrit la préface, pardon, pas la préface, j'ai écrit une dédicace, voilà, sur toute cette feuille-là. Cher Monsieur Macron, vous êtes aujourd'hui... Monsieur Macron est connu... Il était à peine connu, il était ministre quand même de l'économie, c'est pas rien. Et il avait à ce moment-là des envies de... Tu savais ça quand tu l'as écrit? Je savais qu'il voulait devenir président, qu'il voulait être candidat, mais c'était pas officiel. Donc j'ai dit, on sait jamais, est-ce que j'ai misé sur le bon cheval à ce moment-là? J'ai écrit, cher Monsieur Macron, on a beaucoup de points communs, puisque vous avez un parcours en finance, moi aussi. Alors évidemment, c'est pas le même parcours, mais quand même, on a au moins ce petit point commun. Vous êtes un être humain, je suis un être humain. Ouais, ça fait déjà 2 points communs. Et je lui dis, vous avez aussi un autre point commun quelque part, c'est que vous allez au bout des choses. Vous venez de nulle part, vous êtes dans le monde de la finance, vous arrivez dans le monde politique, et vous êtes propulsé directement, quasiment numéro 2 ou numéro 3 du gouvernement. Vous avez aujourd'hui, on le sent, des envies d'aller encore plus loin. Je vous souhaite de tout mon cœur d'être élu président, parce que si c'est ce que vous croyez et si c'est votre rêve, moi j'ai eu des rêves et j'en ai encore et je vais aller au bout de mes rêves. Donc je vous souhaite d'aller au bout de votre rêve. Et je vous offre ici ce livre qui a permis, j'espère, à plusieurs milliers de foyers français d'économiser quelques euros, quelques dizaines d'euros et peut-être d'être un peu plus heureux dans leur quotidien. Je lui envoie ce livre-là sans vraiment aucune attente en fait. Moi j'allais te demander, tu attends qu'il te réponde à ce moment-là? Parce que j'imagine beaucoup de gens ils vont écrire au ministre. Non, mais tu penses qu'il va te répondre? En vrai, j'avais tellement de centaines de livres disponibles et que ma femme voulait tous les jeter. Je me suis dit, bon, au moins je vais les offrir. C'est toujours ça de gagner. Et c'est vrai qu'un peu plus tard, j'ai reçu un courrier donc, signé par Monsieur Macron. Ah ouais. Cher Aviv Faris, j'ai bien reçu avec honneur ou avec plaisir votre livre, etc. Bon, il passera dans le montage la lettre, hein, si tu veux, je te l'enverrai. Okay. Donc, c'était pas... Attends, il te répond quoi Non, alors j'imagine qu'il répond ça peut-être à tout le monde qui envoie un livre, mais en tout cas, moi, il a écrit de sa main, cher Avi, rien que ça déjà, j'étais content, et sa signature. Je me suis dit, bon, j'ai réussi de là où je suis à écrire peut-être au futur président. Et il m'a répondu... Ta prière, elle s'est exaucée. Ma prière s'est exaucée. C'est peut-être pour ça c'est grâce à ça qu'il est devenu président. S'il veut être reconnaissant, il sait où me trouver. Il peut te contacter, voilà. on lui dira. Et au final, en fait, j'ai écrit donc, au président, j'ai eu ce courrier-là, mais ça ne m'avait pas fait avancer mon problème. J'avais toujours 4 500 € à trouver. Et là, je me suis dit, je vais faire autre chose. Je vais aussi offrir ce livre à 5 fortunes de France. Je me dis, voilà, je vais trouver 5 fortunes de France. Je vais leur écrire un message, un courrier, un peu comme quand j'écris au Rabbi à la main. Parce que j'écris, encore une fois, quand j'écris, c'est à la main. C'est important. Quand tu écris à la main, c'est pas comme quand tu écris sur un clavier. Avec la main, tu mets plus de cœur, en quelque part. Et donc, j'ai écrit ce courrier à 5 fortunes de France. Je l'ai bien écrit à la main pour bien dire que c'est pas un courrier copier-coller que j'ai imprimé à 200 exemplaires ou 1000 exemplaires que j'ai donné à tout le monde. Non, quand tu écris à la main, bah, tu peux pas en écrire non plus une tonne. J'ai écrit 5 courriers de manière manuscrite, accompagnés du livre, accompagnés de la lettre de Macron pour dire c'est un projet sérieux. J'ai même reçu une réponse du président. Du ministre à l'époque, c'est vrai. J'ai aussi reçu, entre parenthèses,
une réponse du cabinet de François Hollande, du président pour le coup, mais c'est le cabinet qui répond de manière un peu formelle à toutes les personnes qui veulent lui écrire. Et également une réponse de notre amie Valérie Pécresse, qui était aussi présidente de région Île-de-France. Donc, je mets ces 3 courriers-là, plus mon livre, plus ma lettre. Avec la préface de Bi Obama. Ouais, de bon, alors Obama. ça, je pense qu'elle s'est rendue compte très vite, la personne qui a reçu le livre, que c'était pas le baraque, mais bon. Et qu'est-ce que j'écris en fait en 2 mots, tout simplement? J'écris voilà, je m'adresse à vous parce que. T'as écrit aux 5 fortunes. Ouais, à 5 fortunes. À 5 fortunes. J'écris une lettre en substance, ça donne ça. J'ai une formation en finance, j'ai décidé d'intégrer le monde associatif, de mettre au service de l'associatif mes connaissances. Je m'aperçois qu'il y a beaucoup de foyers qui sont en difficulté financière récurrente et avec des petits conseils simples de la vie du quotidien peuvent peut-être aller un peu mieux dans leur quotidien et donc leur apporter un peu de réconfort. C'est un projet social, c'est un projet que j'ai financé, je l'ai dit moi-même, bon, je n'avais pas raconté toute l'histoire, mais... Et aujourd'hui, je me retrouve avec un déficit de 4 500 €, mais je suis très fier d'avoir pu rendre la vie peut-être meilleure à 3 700 et quelques foyers. Si vous souhaitez être mécène, être partenaire de ce projet de manière rétroactive, parce que le projet est déjà financé, c'est pas un projet que j'allais faire, c'est un projet que j'ai déjà fait et qui aujourd'hui est terminé, puisque la vente a été terminée, vous pouvez participer comme vous le souhaitez. Voilà un peu le discours. D'ailleurs, je vais donner une petite astuce. Alors, on est très peu à nous regarder, donc je profite, vous le gardez entre vous. Quand vous voulez écrire un courrier à quelqu'un de connu, de célèbre, et vous voulez être sûr, vous voulez vous assurer qu'il va arriver dans les mains de la personne, très souvent quand on écrit un courrier, ça rentre dans les publicités, ça finit à la poubelle. Sauf dans un cas, écoute bien, c'est très utile. Vous écrivez sur la lettre, top secret, confidentiel et personnel. Les 3 termes sont chacun a un intérêt. Ça peut être un secret d'État, ça peut être un secret médical. En tout cas, c'est quelque chose que la personne à qui s'adresse le courrier doit lire absolument. Et si jamais même la secrétaire ou le secrétaire de la personne s'amuse à ouvrir le courrier pour voir un peu de quoi il s'agit et qu'elle découvre un secret qu'elle n'est pas censée savoir, ça peut être une faute lourde, elle peut être renvoyée. Donc, en général, quand ça arrive ce genre de courrier dans le bureau avec tous les courriers du jour, bah, le secrétaire un peu dérangé dit on a reçu ça, je ne sais pas si c'est une blague, en tout cas voilà, ça vous est adressé, c'est marqué personnel. Et bah, ça a marché puisque du coup, les 5 fortunes de France ont reçu ce courrier, 2 n'ont pas répondu, 2 ont répondu défavorablement mais très gentiment en disant qu'ils avaient un projet, ils avaient comment ils ont appelé ça, des dépenses pluriannuelles déjà dédiées à des associations, etc. Donc leur budget est déjà alloué. Mais il y a une 5e personne qui m'a répondu. Et j'ai jamais eu l'occasion de la remercier publiquement, je l'ai fait de manière directe. Mais je vais profiter de ce podcast puisqu'on est quelques années après, c'était en 2015, donc on est quasiment 10 ans après. Donc je pense qu'il y a prescription et je peux la remercier. Elle veut pas que je la remercie publiquement, mais je vais le faire quand même. Ouais. Parce qu'au fond, bah, c'est important la reconnaissance, comme je disais tout au long de ce podcast. Mais avant de raconter qui est cette personne, je vais te faire une petite parenthèse. Je t'avais expliqué que ce projet-là, qui me tenait à cœur comme tous mes projets, quand j'ai un projet, je n'en dors pas de la nuit. Je disais à ma femme tous les jours, j'ai trouvé une solution, j'ai démarché un tel, j'ai trouvé une solution, j'ai envoyé un mail à lui, j'attends une réponse de lui. Bon, ma femme me connaît, hein. Elle sait que je suis un peu farfelu et que je peux aller au bout des choses, donc ça sert à rien de me décourager parce que je vais aller encore plus loin quand on me décourage. Donc elle me laisse faire un peu mon truc, même quand j'écris mes courriers à la main, elle savait même pas ce que je faisais, quand j'écrivais à Carrefour. Bref. Et au final, une nuit, je fais un rêve du rabbi de Lubavitch. On parlait un peu du rabbi tout à l'heure, ce fameux rabbi à qui j'écris tous les mois mes problèmes du quotidien. Et je l'écrivais aussi, évidemment, ce qui m'arrivait avec ce livre, ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, etc. Et qu'aujourd'hui, j'ai envie de rembourser ce qui n'est pas une dette, mais ce qui pour moi s'apparente à une dette. Et je rêve du rabbi. Écoute bien. Je vois le rabbi dans un décor noir et blanc, je me souviens très bien. Il est en face de toi comme tu es là. Et il me regarde et il me parle en français, parce que le rabbi parlait plutôt en yiddish ou pas souvent en français, mais il parlait français, mais pas souvent. Là, il me parle en français. Il me dit, Avi, ne t'occupe pas du livre, je m'en occupe, occupe-toi du reste. Ça s'arrête là. Je me réveille en pleine nuit, je réveille ma femme, j'écoute, Raya, je vais te dire mon rêve pour pas l'oublier, parce que j'ai peur de l'oublier, je veux que chaque détail soit important, tu me rappelles. Donc je lui raconte ce rêve-là, je me dis, de quoi tu parles, mais quel livre? Était en pleine nuit, hein. Le livre, le guide, ah oui, ton livre, mais tu lui dois rien, Charles, enfin...
je sais, mais je lui explique un peu ce que j'avais au fond de moi. 3 jours plus tard, mardi, c'était un vendredi le rêve. Pour te dire, c'est très précis. Hein. Mardi, je reçois un mail. Vendredi. Non, le rêve, c'était vendredi. Ah, ok, merci. Quelques jours plus tard, le mardi qui suit ce rêve-là, je reçois un mail. Le mail dit ceci. Cher Monsieur Fary, et là je vais dire le nom de la personne que j'ai envie de remercier, la baronne Ariane de Rothschild, c'est la femme de Benjamin de Rothschild, a bien reçu votre courrier, accompagné du livre qui l'accompagnait, et a été très touchée par votre histoire et a décidé de vous aider. Merci de nous adresser en retour de mail votre RIB, vos coordonnées bancaires. Signé Madame Rosetta quelque chose. Et je vois qu'en plus en copie du mail, il y a 5-6 personnes avec des vrais mails @edmondderothschild.ch, parce que c'est en Suisse, etc. Parce qu'en fait, Madame de Rothschild voyage entre la France et la Suisse. Et du coup, je me dis, waouh, attends, je relis, je vais être sûr que c'est vrai. Et là, je raconte à ma femme. Je dis, mais pourquoi Rothschild t'a écrit? Et là, je lui dis, bah, tu sais, l'autre fois, j'écrivais des courriers. J'ai écrit à lui, à elle. Et notamment à Rothschild, parce qu'on a toujours un peu cette image Rothschild égale argent, tu vois, un peu le gros cliché. J'ai dit, bon, je vais lui écrire à Rothschild. Et puis, on n'arrête pas de parler des Rothschild. On va leur écrire, on verra si on peut compter sur eux. Voilà. Et d'ailleurs, une parenthèse, Madame Ariane de Rothschild n'est pas juive. Voilà, c'est même pas il n'y a pas de notion de juif, parce que j'ai pas parlé de religion dans mon projet. C'est un projet vraiment complètement laïque, neutre. Hein. Ça s'adresse à tout le monde. D'ailleurs, j'ai vendu 3000 et quelques livres à des foyers dans la France entière. Et donc, elle m'écrit ça. Et là, je me dis, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut envoyer son RIB, hein, tout simplement. Alors, j'en parle à ma famille, qui me dit, non, mais c'est peut-être un piège, n'envoie pas ton RIB, mais c'est dangereux, mais ceci, mais cela. Le fameux, la protection de nos proches, qui souvent est bienveillante, mais en fait, c'est pas qu'il faut pas en tenir compte, mais il faut déchiffrer ce qu'il y a derrière, en fait. C'est de l'amour, mais de la protection. Ce que tu disais tout à l'heure aussi par rapport à ton livre. C'est ça. Au début. C'est ça. Qu'on m'a dit, ne te lance pas là-dedans, tu vas être déçu. Mais pour être déçu, il faut que je me lance là-dedans déjà. Et après, on verra si je serai déçu. Et donc, évidemment, je donne mon RIB. Un jour, 2 jours, très impatient, qu'est-ce qui va se passer? Une semaine après, je vois sur mon application de la banque, virement de l'étranger, 4500 €. Elle a payé intégralement cette fameuse dette. D'ailleurs, alors on peut se dire, il a dû écrire ça à plusieurs personnes. Je vais donner 500 €, je vais donner 1000 €, une partie, et d'autres feront le reste. Il faut bien comprendre que c'est pas courant. Enfin, encore une fois, je te mets au défi d'écrire même à Elon Musk ou à Jeff Bezos, demande-lui 100 € pour acheter tes courses. Je te souhaite de réussir, mais ça va être très compliqué de l'atteindre. Je lui envoie un lien à Lodon, ça va être plus simple. Ouais, voilà, il aura son serpent. mais au final, je me suis dit, et là j'ai pris une grande claque, mais dans le bon sens. Je me suis dit, en fait, même si on veut écrire à Macron, à Rothschild, on peut y arriver en fait. Si on veut, on peut. Le Rabbi aussi, il a fini par te répondre. Le Rabbi m'a répondu. Bravo pour ce rebondissement, parce qu'effectivement, j'ai eu une réponse même par rêve, pour te dire que des fois, ça nous dépasse tellement que même en rêve, on peut avoir des réponses. Et au final, bah, je me suis dit, attends. Et c'est là, on parlait d'Alodon. À quel moment je me suis dit, je vais quitter mon job pour me lancer dans Alodon. On revient à Alodon. Voilà, on est de retour à Alodon. Mais tout ça est lié en fait. Je me suis dit, ok, j'ai voulu écrire à des personnes célèbres. J'ai eu des réponses. J'ai même demandé de l'argent à des gens qui ne me connaissent pas. J'ai eu des réponses. Je vais me faire confiance un peu. Je vais aller plus loin. Je vais continuer à me faire confiance. Je vais essayer de continuer à me faire Depuis confiance. tout à l'heure, en Rachel. Et c'est là que je me dis, bon, Alodon, on va y aller, pour de bon. J'explique un peu à mon patron un petit peu ce que j'ai en tête. Il comprend très bien. D'ailleurs, il m'a même dit, je ne pensais pas que tu tiendrais 8 ans chez moi parce que tu as un bagage universitaire qui est plutôt costaud. Tu pourrais prétendre des postes plus importants. Et tu as fait le choix de rester chez moi, sachant que tu n'allais pas t'enrichir ici. Alors, en tout cas, pas financièrement. Mais j'ai appris beaucoup et je le remercie énormément. Tu es aujourd'hui, après 6 ans, alors, je ne sais pas si j'ai le droit de dire le mot réussi, parce que tu l'aimes pas trop. Tu peux. Tu as atteint une certaine réussite. Ok. Souvent, la réussite, ça amène aussi à un certain pouvoir, une certaine renommée. Et souvent, beaucoup de personnes qui ont de la réussite dans la vie sont confrontées à ces grandes tentations qui vont commencer à être d'avoir un peu un jugement de supériorité, d'orgueil. Et je te pose cette question parce que le point qui est revenu à chaque personne que j'ai parlé, que je vais faire un interview avec Abi Fary, c'était « Ah mais il est super sympathique, il est très abordable, il parle avec tout le monde. Quand tu lui parles, tu sens pas que tu as quelqu'un qui veut te faire ressentir que tu sais à qui tu parles. » Et là dans la conversation, je pense que les gens ils ont remarqué un peu, je veux dire, ce côté de simplicité, mais dans le bon sens. Est-ce que c'est quelque chose qui est naturel chez toi?
Ou est-ce que tu as bien conscience des gens qui sont peut-être dans la même situation que toi, comment eux ils réagissent envers cette réussite, et que toi tu dis non, je vais travailler justement pour pas tomber dans cette vie d'orgueil, enfin de... Alors honnêtement, Tu vois la question? oui, je vois tout à fait la question et je vais y répondre tout de suite. Rappelle-toi ce que Elle avait j'avais... l'air un peu trop crue, mais... Non, elle n'est pas du tout crue. Je pense qu'elle est tout à fait logique et pertinente d'ailleurs. Comme je t'ai dit dès le début du podcast, en fait, moi j'essaie d'être naturel. C'est même pas un travail que je fais, c'est d'être naturel, c'est naturel quelque part. De pas me créer une fausse identité, une fausse image, d'être comme si avec telle personne, être comme ça avec telle autre personne, d'être le même avec tout le monde. Et je suis content que tu me dis que certains te le font signaler, te font remarquer. Bon, mais tant mieux. J'essaye de me rendre le plus disponible possible, le plus réactif possible, le plus proche de l'autre possible. Et surtout pas prendre les gens de haut ou quoi. Pour moi, le mépris, c'est quelque chose de terrible. Pour moi, l'arrogance, c'est terrible. C'est vraiment des valeurs que je déteste. Et donc, rappelle-toi ce que j'avais écrit en fait à ce prof d'université, le premier jour de la fac, qui m'a dit « Pourquoi vous êtes là ?» C'est pour subvenir aux besoins de ma famille. Donc, si mon travail me permet de subvenir aux besoins de ma famille, j'ai tout gagné. Alors, les besoins, ils peuvent être variés, ils peuvent être divers, mais quand tu as mangé et tu n'as plus faim, tu vas pas manger une deuxième assiette pour dire j'ai de quoi me payer une deuxième assiette. Tu vas s'occuper de ton cercle et tu vas essayer de faire partager autour de toi. Et si tu changes ta nature, si tu changes ta personnalité, tu t'es vendu. Tu as vendu ton âme, tu as tout perdu en fait. Et comment se fait alors que beaucoup de personnes tombent dans cette trappe, si on peut dire? Je suis pas leur thérapeute, mais ce que je veux dire, je pense que... Ici. Donc en fait, enfin, si on peut dire, peut-être tu aurais voulu donner un conseil, c'est toujours essayer de te poser la question, est-ce que je suis en train de me vendre ou est-ce que je suis vraiment moi-même à ce moment-là? Moi, je me dis que ce qui est important dans la vie, c'est d'être bien entouré. Sa famille, ses parents, toujours. Ne pas se sentir au-dessus de ses parents. Ah, j'ai des meilleurs conseils que toi à donner. Non, non. Encore aujourd'hui, je te dis, mes parents, ils me donnent des conseils, je les applique sans même essayer de négocier. Aussi ta femme? Évidemment, aussi ma femme. Bon, je peux négocier un peu avec ma femme, mais je l'écoute aussi. Mais je me dis, quand tu as ton cercle proche, très proche, familial ou amical, avec qui tu es naturel, pourquoi changer quand tu sors de ce cercle-là? Pourquoi devenir quelqu'un d'autre en fait? Donc en fait, toi, tu dis, quand tu as un vrai fondement de bien-être normal, tu as des parents, tu es avec ta femme et tu n'es pas... automatiquement, après, tu continues à être comme ça, même dans le monde du travail? Si c'est une nature, elle n'a pas de raison de changer. Un exemple, pendant longtemps, j'avais un téléphone, il était un peu fissuré. Il marchait très bien, parfaitement, mais c'était un modèle un peu ancien. Et mon fils, voilà, il dit « Ah, papa, oui, t'es le patron d'Alodon, il faut changer de téléphone. » Mon fils, pourquoi tu veux que je change de téléphone? Ah, parce qu'il y a le nouveau iPhone qui est sorti, machin. Oui, mais mon téléphone, il sert à quoi? À appeler, à travailler, et j'arrive à le faire en fait. Pourquoi tu veux que je change de téléphone? Pour être à la mode, pour être à la pointe de quoi? Et c'est ça aussi, c'est très important pour moi, la valeur que je veux inculquer aussi à mes enfants. J'ai mon fils qui maintenant va sur ses 13 ans, il a grandi avec Alodon, donc je ne peux pas lui dire la vie est facile, ça serait un mensonge. Je ne peux pas lui dire papa il a réussi, ça veut rien dire en fait. Parce que réussir c'est quand tout mon entourage a réussi avec moi. Si je suis seul à réussir, ça ne m'intéresse pas. Et des fois, ça me crève le cœur parfois quand j'ai ma fille de 4 ans qui me fait un dessin et qui me dessine avec un téléphone et qui dessine une bulle et qui me dit voilà papa, voilà, je t'ai fait un dessin, alors là tu es en train de travailler, moi je suis à côté en train de te demander de jouer avec moi mais tu es en train de travailler. C'est déchirant, ça me fait presque pleurer quand j'y pense. Je me dis attends vie, rappelle-toi ce que tu as voulu avant de te marier, c'est déjà de subvenir aux besoins de tes enfants et ta famille et ta femme, c'est la priorité absolue. Alors justement, et ne pas inverser l'échelle parce que on est vite pris dans un engrenage. Et des fois, on se dit, bon, mais j'ai un client qui m'appelle, je dois répondre parce que si je réponds, je vais peut-être gagner plus. Et si je gagne plus, je pourrais mieux te satisfaire. Mais entre-temps, le temps a passé. L'avion, il a avancé. La fumée du réacteur s'est estompée. Et ces moments-là, on les perd en fait. Et je veux pas les perdre. Et même ma fille, et tu poseras ta question, désolé, mais c'est important que je le dise. Pour moi, c'est super important. Il y a encore pas longtemps, ma fille, elle m'a dit, j'ai une fille qui s'appelle Adèle. Adèle Léa. Léa, c'est le prénom de ma mère. On l'appelle Adèle. Et elle me dit, papa, t'as vu, dans la famille, il y a 3 personnes qui commence par un A. Parce qu'elle elle a 4 ans et demi, donc elle apprend un peu les lettres, etc. Elle me dit, il y a Adèle, il y a Avi et il y a Alodon. Et je lui dis, bravo pour le A, c'est bien, c'est ça. Mais Alodon, c'est pas la famille, Alodon, c'est mon travail en fait. Elle le sait évidemment, mais pour te dire, tu vois où on en est arrivé, c'est-à-dire que quand tu as un projet, et comme Alodon,
j'ai vécu avec ça dans mes tripes et j'ai dit je vais aller au bout des choses, forcément, à la maison, des fois on m'appelle à l'odon dans la rue, on connaît même pas mon nom de famille. Et je me dis attention à vie, ne te perds pas. C'est bien d'en arriver là, ne te perds pas. La priorité absolue, c'est de faire du bien, mais d'abord à commencer par son cercle. Et j'ai ma fille qui a 12 ans qui grandit aussi, mon fils qui rentre dans une petite adolescence normale, des fois qui peut me balancer des vérités crues. Je me dis, ma vie, ne te perds pas. Ne sois pas un autre. Rappelle-toi pourquoi tu as fait tout ça et garde ça vraiment en motivation principale et essentielle. Je le ferai. Toujours quand tu veux avancer dans la vie, tu vas te poser la question, quel va être l'impact sur ma famille? C'est une question qui est constamment dans ta tête. Je devrais me la poser plus souvent, mais des fois elle me vient au visage tout seul, donc je dois y répondre et je me dis des fois, je m'arrête. J'aimerais bien dire parce que je pense que c'est peut-être une idée intéressante quand c'est au téléphone. Parce que là, tu as l'air de dire, ouais, il faut que tu fais plus et tout. Mais bon. Je me parle à moi-même. Ouais. Tu avais quand même pris, tu m'as dit comme quoi, en plein mois de juillet, tu as pris un mois entier où tu t'es. Alors, sans rentrer, bien sûr, sans rentrer dans les détails, mais cette décision, par exemple, de dire, je vais prendre un mois entier où je vais rester avec ma famille. C'est vrai. Alors, dans l'année, il y a l'école, on se dit, bon, l'école s'occupe de mes enfants, le soir, ils arrivent, il reste 2 heures, 3 heures le temps de faire les devoirs et de dormir, bon, c'est assez court, il reste les week-ends. Mais quand il y a des week-ends, je sors presque tous les dimanches avec mes enfants. Dès que j'ai un moment de sortir avec eux, je sors avec eux, je leur fais découvrir des parcs que j'ai connus, même des choses pas forcément courantes comme sorties pour les faire un peu aussi diversifier leurs activités. Et le mois de juillet, il n'y a pas d'école, donc tu parlais du mois de juillet. Pendant un mois, effectivement, le mois dernier, j'ai dit à mes enfants, voilà, vous allez tous, j'ai 5 enfants, bon, le dernier il est bébé, il a 6 mois, mais les 4 autres ont entre 4 et 13 ans, vous allez tous me donner 3 sorties. 3 sorties, ce que vous voulez, le cirque, le Astérix, ce que vous voulez. Et je vais essayer de les placer dans le mois de juillet, on va tout faire. Alors j'ai ma fille qui aime bien faire du roller, elle voulait dans le plus grand skatepark de France. Chacun m'a donné ses idées. Et moi j'ai fait un petit tableau Excel comme si c'était un travail. Et j'ai placé ces activités-là. Et j'ai dit voilà, on va faire un mois entier de centre aéré familial. Et on va faire des vraies journées de 9h à 23h parfois. Parce que des fois quand tu es en centre aéré à 16h, il faut rentrer, le car il rentre, etc. Tu n'as pas le temps de faire 2 attractions, il faut rentrer. Là, j'ai dit voilà, ce moment-là, je vais vous l'offrir à vous. Alors, je ne te cache pas que j'avais quand même mon téléphone, parce que j'ai aussi des responsabilités. Il y a des fois des campagnes de dons pour des familles en deuil. Des fois, il faut répondre en urgence. Des fois, on m'appelle à 1h25 du matin et à 26, il faut que je réponde. Des fois, des choses terribles. Il y a eu le Covid aussi qui était en plein développement de la don. Il y a eu le Covid, donc beaucoup de galas présentiels ont été annulés, remplacés par des campagnes digitales de dons. Il fallait aussi répondre présent. C'est des enjeux importants. Il y a des structures, des centaines de structures qui, s'ils n'avaient pas fait leur campagne à l'odon, me le disent clairement, on aurait mis la clé sous la porte. Donc il y a un enjeu important et j'en suis conscient. Et même mes enfants le savent aussi au fond d'eux. Mais des fois, ils me disent, voilà, papa, voilà, je ne veux pas te prendre une journée, donne-moi 10 minutes, donne-moi un quart d'heure. Donc des fois, je m'arrête, je pose mon téléphone, je le mets en mode avion parce que je sais qu'il va sonner sinon. Allez les filles, mon fils s'appelle Ephraim, mais son nom c'est les filles. Allez, mes FIFA, on va faire une petite partie de console. Ou ma fille, elle aime dessiner, allez, je m'arrête et je vais dessiner avec toi et on va faire un concours de dessin entre toi et moi. Ou ma petite fille de 4 ans, elle va vouloir que je lise un livre. Et je me mets à leur niveau et c'est des moments ultra précieux. Ultra précieux. Et le moment, peut-être un des moments les plus heureux dans ma journée, ça se passe en pleine nuit, quand ma fille de 4 ans a fait soi-disant un cauchemar et se réveille de son lit et qui marche comme ça avec ces petits bruits de souris comme ça dans la maison et qui se met dans mon lit et qui se met à côté de moi et dit « Papa, j'ai fait un cauchemar, je veux dormir avec toi ». Alors évidemment, c'est pas très pédagogique, éducatif, mais à la limite, ça m'est égal. Ces moments-là, ils sont tellement précieux que je veux les garder, les mettre dans une capsule et les conserver et me dire, voilà, tout ce que je fais, toute l'énergie que je donne partout, c'est pour ces moments-là. Donc si demain, je me dis, je veux devenir plus riche, ou je veux faire ceci, ou je veux ressembler à un tel, et que je perds ces valeurs-là, ça vaut 0. Ça vaut 0. Si c'est au détriment des autres, ça vaut 0. Si c'est pour contredire ce que mes parents ou même ma femme attendent de moi, ça vaut 0. Et c'est ça pour moi le plus important. C'est vraiment pas de se faire plaisir. C'est de faire, évidemment, ce qui peut faire plaisir aussi aux autres, mais sans jamais perdre de vue son objectif. Réussir, c'est atteindre mon objectif. Mon objectif, c'est de rendre heureux tous ceux que je fréquente. Donc, je n'ai jamais tout à fait réussi parce que je peux encore rendre heureux peut-être encore d'autres gens. Et quand je rends heureux les autres, ça me rend terriblement heureux. Donc, je suis de ceux qui préfèrent donner que recevoir. C'est-à-dire que quand je donne un cadeau, j'attends de voir les yeux pétillants de la personne en face qui va recevoir le cadeau. Et je reçois des cadeaux, mais ça ne me fait pas le même effet en fait. Donc, est-ce que j'ai réussi?
Sûrement pas. Est-ce que je veux réussir constamment? Est-ce que j'ai envie d'être une autre personne? Oui, c'est une meilleure personne, mais sans jamais perdre de vue mon objectif global de vie, qui est de rendre mon petit monde un peu meilleur. Et si chacun dans son coin essaye de rendre son monde un peu meilleur, au final, cette petite bougie que partout dans le monde on va allumer va éclairer le monde entier. Et c'est pour ça que je te parle un peu de plein de sujets qui paraissent complètement indépendants. C'est pas vrai. Quand je te reparle à l'université des rapports qu'on peut avoir avec un non-juif, c'est fondamental. Tout ça, c'est lié. C'est vraiment rendre le monde meilleur. Chacun a sa part à apporter. Wow, ok. Donc, assez inspirant tout ce parcours. Je pense qu'on arrive vers la fin. Tu nous as raconté pas mal de choses qu'on pourra apprendre pour notre propre vie. Et je pense que tu as parlé à il y a tellement de gens qui pourront profiter de ton histoire. Si on pouvait terminer, peut-être si toi, tu voulais un peu résumer, donc avec tes 36 ans dans ce monde et tout ce que tu as pu accomplir et tout ce qui est en train de se faire maintenant, parce qu'à l'Odon, c'est même actif qu'on est en train de discuter, et tous tes projets que tu vas continuer à prendre dans ta vie. Est-ce que tu avais peut-être un message avec lequel tu voulais finir? Alors, il y a énormément de messages dans ce podcast, mais peut-être une idée comme ça que tu voulais donner à des jeunes qui te regardent. Et si je veux plus un peu préciser ma question, on te voit aujourd'hui que tu as atteint quelque chose. Il y a des jeunes qui ont aujourd'hui 15 ans, 20 ans ou 30 ans et ils sont maintenant en train de se lancer sur des nouveaux projets. Ils sont maintenant en train d'essayer des nouvelles choses. Est-ce que tu voulais terminer avec un message à leur dire? Oui, bien sûr. En fait, le message que je vais leur dire, c'est ce que j'aurais peut-être aimé qu'on me dise aussi à un moment où j'en avais besoin. Puisque souvent, c'est pas forcément le cocon familial qui va donner les meilleurs conseils, en tout cas pour se lancer, pour prendre des risques. Parce qu'un projet, c'est prendre des risques. C'est la définition d'un projet. Si on fait quelque chose de facile, c'est pas un projet. Un projet, c'est un projet de vie. Ça veut dire qu'on met tout en œuvre pour arriver à quelque chose. Il faut être prêt à avoir, encore une fois, beaucoup d'épreuves. Après, croire que la réussite, c'est qu'une réussite financière, c'est vraiment une erreur. C'est compliqué de dire ce que c'est une réussite, mais le plus important, pour moi en tout cas, ce que j'estime être le plus important, c'est l'amour qu'on peut donner et qu'on peut recevoir. C'est rester aimable, au sens noble du terme. Être quelqu'un d'aimable, d'appréciable. Des fois, tu as des gens qui sont milliardaires, mais qui sont exécrables, ou qui sont avec leur personnel vraiment pas agréables. Et ça sert à rien, en fait. C'est-à-dire que réussir seul, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas une fin en soi. Être aimable, continuer à être aimé par les autres et donner de l'amour en retour, c'est le plus important. Donc ça commence par sa famille, évidemment, et ne pas oublier que tout ce qu'on fait, c'est pour sa famille, c'est pour sa femme, ses enfants, ses amis, ses proches. Et si on perd de vue tout ça, c'est qu'on a perdu quelque chose en cours de route. Et je vais essayer de te résumer avec une phrase que j'aime bien, une citation. Je vais te dire un truc que tu sais déjà peut-être. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et elle te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui, personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Si tu es sûr de ce que tu vaux, faut tout essayer pour l'obtenir. Mais accepter qu'il y ait de la casse. Au lieu de montrer le voisin du doigt en montrant lui, c'est à cause de lui ou d'elle, ou je sais pas qui. C'est des choses de lâche, en fait. Et on vaut mieux que ça. Et quand on a un rêve, on doit aller au bout de ses rêves. Donc pour être vraiment plus direct, et donc je m'adresse à la caméra encore une fois, vous avez peut-être en vous un projet qui vous tient à cœur. Et il y a plein de gens autour qui vous déconseillent, qui vous découragent. Mais vous avez une petite voix au fond de vous qui vous dit, et qui vous répète, qui vous murmure, « Allez, lance-toi, vas-y, on ne sait jamais ». Cette voix-là, ne l'écrasez pas. C'est cette voix que vous avez peut-être depuis que vous êtes enfant, qu'il faut garder, préserver. Il faut garder son âme d'enfant, tout en ayant une ambition adulte. Et quand vous gardez, encore une fois, votre naturel, vos valeurs qu'on vous inculquait depuis la naissance, et que vous ne changez pas en cours de route, et que vous ne vendez pas votre âme, en fait, alors ça vaut le coup d'aller au fond des choses. Et même si vous n'y arrivez pas, ça fera partie de votre étape pour le succès qui viendra peut-être après. Dans la vie, soit on avance, soit on apprend. Et un échec, c'est une forme d'apprentissage. Donc ne lâchez rien, n'écoutez pas les conseilleurs qui ne sont jamais les payeurs, écoutez cette petite voix au fond de vous qui vous dit « Allez, vas-y, crois en toi. Moi aussi, je crois en toi. » Tout à fait, croire en soi, je pense que c'est le message qu'on peut prendre de tout ce long podcast pour tous ceux qui nous ont suivis jusqu'à maintenant.
Alors on souhaite ce souhait aussi à tout le monde, à soi-même, qu'on puisse continuer à croire en nous, croire en Dieu, Bien sûr. croire à mon Dieu, comme il t'a dit Monsieur Agege. Et on te souhaite encore énormément de réussite dans tous tes projets. Merci beaucoup, merci de m'avoir reçu. C'était un plaisir d'échanger. J'ai pas forcément l'occasion souvent de raconter un peu des événements personnels, mais j'arrive à un âge où je vais sur 37 ans, bientôt 40. Ça serait égoïste de garder ça pour moi parce que ça peut aider des gens plus jeunes qui veulent se lancer ou qui ont des doutes, des questions. Donc si ça peut aider même modestement à leur faire avancer dans leurs choix, dans leurs décisions, dans leur vie, bah, j'en suis très heureux. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir.